parce que le débat, il faut aussi qu'il y ait à boire et à manger. Mais bien sûr, comme tout le temps, Xavier Coulant à mes côtés. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tout le monde. Bastien, bonsoir Bastien. Bonsoir à tous. James, porte-parole de l'ex-association LPA. Bonsoir James. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Et monsieur Nicolas Cassis-Martov, qui est journaliste AssoFoot. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tout le monde. Et bien sûr, notre invité principal qui nous a fait l'honneur de participer à l'émission. C'est tout à son honneur. Il aurait pu refuser et nous boycotter. Pas du tout. Donc déjà, merci, un grand merci Daniel et bienvenue parmi nous. Salut tout le monde. Bonsoir. Merci, bonsoir Daniel. On va commencer par toi. Tu es, on le sait, pour tous ceux qui te connaissent, tu es supporter du Paris Saint-Germain. Donc, oui. Je sais pas, il faut me prévenir. Est-ce que je suis dans l'exercice de mes fonctions ou pas là? Parce que dans l'exercice de mes fonctions, je suis pas supporter moi. Ah non, là tu es chez des amis. Quoi, t'invites le journaliste ou t'invites qui? Non, j'invite l'homme. Non, ce soir j'invite l'homme qui est sans langue de bois, j'invite l'homme, Daniel, dans le journaliste. Allez, on le vas-y, on y va. Donc, donne-nous tes premiers pas au parc. Comment es-tu devenu vraiment un amoureux du PSG? Oh là là, on va faire bref, parce qu'il y a des sujets importants. Ouais. Oh là là, comment commencer ça? Rapidement, quoi. Début des années 80, quand j'ai compris qu'on pouvait supporter une équipe pas loin de chez soi, quoi, parce que moi sinon quand j'étais môme à la télé, il y avait que Saint-Etienne qui passait à la télé et je savais pas quand j'étais petit qu'il y avait une équipe à Paris, parce que de toute façon à la télé il y a pas de foot qui passait, si c'était les matchs de Coupe d'Europe des Verts. J'ai découvert qu'il y avait une équipe là, puis quand j'ai pu me faire emmener, je me suis fait emmener. Je fais pas partie de cette génération où on a pu passer un club par transmission de père en fils, parce que étant enfant d'immigrés, mon père il suivait le foot, mais il n'avait pas de club en France. Et puis comme en plus il est sicilien et qu'en Sicile il y avait pas de club, donc lui il n'avait pas de club, il avait juste l'équipe nationale. Toi, je suis à la radio. Et donc moi je regardais le foot à la télé, je pensais qu'il y avait qu'une seule équipe, c'était Saint-Etienne, et quand j'ai découvert qu'il y en avait une à côté de chez moi, j'ai opté pour celle à côté de chez moi. Voilà. Et ton plus beau souvenir avec le Paris Saint-Germain? Au parc? Au parc, où tu... il peut y en avoir qu'un, quoi. Quel supporter du PSG qui a eu la chance d'être là ce soir-là ne peut pas citer PSG Real Madrid, bien sûr. Le match du PSG Real. Non, mais c'est marrant parce que récemment j'écoutais sur France Bleu, là où ils font l'émission PSG, là, qui est très bien d'ailleurs, avec Tribune Renaud PSG. et ouais, voilà, avec Pierre, Ducrot, tout ça. Et il y avait il faisait ça comme ça, quel est votre plus beau souvenir et tout. Il y avait également Michel Collard, qui est quand même un énorme connaisseur du PSG. Et tous, ils se sont mis autour de la table, mais tous à sortir des matchs, mais alors pourris, plus les uns que les autres, à sortir, à vouloir faire les originaux. Non, mais moi, je me souviens de ce match-là. Écoute. C'est un peu comme quand on te demande tes films préférés, t'essayes toujours d'aller sortir un film que personne n'a vu, machin. Je dis non. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une place ce soir-là, moi j'étais abonné, et à l'époque, j'avais pas, je sais pas si cette année-là il y avait l'option Europe. Bref, j'avais été obligé d'acheter une place au marché noir, ça m'avait coûté un bras. J'y suis allé avec 4 potes, on était venus au marché noir devant le parc à traîner jusqu'à ce qu'on trouve des places. Pour la personne qui a eu la chance d'être là ce soir-là, il ne peut pas y avoir meilleur souvenir parce que de toute façon il n'y a pas eu plus de bruit que ce soir-là, il n'y a pas eu un match plus dingue que celui-ci. Donc n'importe quel mec qui a vu le PSG, il peut pas avoir un meilleur souvenir que celui-là, quoi. Voilà, il fallait faire comme moi, au pire attendre la mi-temps et rentrer gratuitement. Tu sais Stan, je pensais que c'était une légende, parce que tu sais combien de fois j'ai entendu ça et j'ai essayé et tout, mais je savais pas comment on faisait. Mais 1000 fois on m'a raconté ce truc-là, mais j'ai jamais pu le constater, le truc de rentrer à la mi-temps. Donc poussant un peu, j'avais préféré. Ouais, voilà, mais j'avais préféré le marché noir, tu vois. Ouais, c'est bon, ça coûte moins de ronds après. Mais c'est vrai que par rapport à PSG Real, moi, d'ailleurs, l'émission que parle Daniel, il me semble que j'avais appelé pour parler d'un match.
Et je faisais partie des originaux qui n'avaient pas dit PSG Real, justement. Parce que t'étais pas là ce soir-là. Voilà, exactement. Je pense que quand tu es supporter de Paris, c'est un match qui compte. C'est énorme parce qu'il y a la télé. Mais je pense que ceux qui étaient présents au stade, ça devait être quelque chose de... On le ressentait pas en regardant ça à la télé, quoi. Et comment... Non, mais c'est... Ouais, non, ça c'est clair. Moi, je crois, ce soir-là, je suis mort et j'ai ressuscité. Enfin, je suis passé par tous les étapes. Ah oui. Et comment on devient supporter du PSG et on atterrit sur RMC? Ah ouais, mais alors ça, après ça, là, au bout d'un moment, j'ai arrêté quand même. Quand j'ai commencé à être journaliste, c'était tribune de presse, donc c'était fini. Il fallait que... Et puis moi, je tenais absolument... à l'objectivité, à mettre la passion de côté. Je me souviens quand j'ai commencé, j'ai dû commenter 2-3 PSG-OM en radio où la plus grande joie, vous allez trouver ça peut-être con, mais parce que moi j'adore ce métier et une des plus grandes satisfactions, c'est que certaines personnes étaient venues me voir pour me dire c'est fou parce que on t'a trouvé absolument objectif et neutre et on n'a pas compris que tu préférais le PSG à l'OM. Et ça, pour moi, c'était une vraie satisfaction. Et j'ai toujours voulu, c'est pour ça que je rigole tout le temps et que quand j'ai commencé ça, je disais toujours dans l'exercice de mes fonctions, c'est comme les flics là, qui n'ont pas le droit de pistoler et qui disent ça. Là. C'est une phrase que j'entendais toujours dans les films. Les gens répétaient. Voilà. Et je voulais, je tenais absolument, et d'ailleurs, même si c'est un secret pour personne que j'aime le PSG, mais je mets au défi quiconque de me reprocher mon manque d'objectivité, aussi bien en ce qui concerne le PSG que tous les autres clubs. Alors souvent, je suis accusé, ouais, t'es PSG, c'est pour ça que tu tapes sur l'OM ou que tu tapes sur les autres clubs. Non, c'est surtout que ceux qui me le reprochent sont tellement supporters de leur club qu'ils ne voient pas que je suis objectif. Parce que finalement, c'est très très compliqué non seulement de l'être objectif, mais de le paraître aux yeux des autres, puisque par définition, celui qui te regarde, il est supporter d'une équipe. Donc lui-même, il est tellement dans sa passion que il a du mal à comprendre un avis neutre. Mais moi, en tout cas, avec les années, et puis en vieillissant aussi, tu perds, ta passion devient moins primaire. Donc tu arrives à avoir plus de recul. Et puis voilà, la dernière fois où vraiment, quand RMC avait voulu faire un décrochage pendant 3 mois sur les matchs du PSG, là on avait le droit un peu de s'enflammer sur les matchs du PSG. Mais comme l'expérience a duré que 3 mois, après j'ai vite retrouvé mon costume de monsieur objectif. Voilà. Ok. Bon, bien sûr, il y a eu ces périodes un petit peu noires qui ont commencé à partir, on va dire, entre 2006 et 2010. Il y a eu ce fameux plan Le Prou. Hein. Toi, voilà, personnellement, sincèrement, le plan Le Prou, tu t'es dit quoi? Alors écoute, les plus anciens, enfin ceux qui me suivent et qui ont bien entendu tout ce que j'ai toujours dit à ce sujet, se souviendront toujours que partout où j'allais dans les émissions, il pouvait m'arriver d'être invité sur France 3 Région, dans plein d'émissions. Il y a eu une époque, même c'était la radio qui a suivi Sport OFM, qui faisait un truc toujours autour du PSG. J'avais toujours défendu les ultras, parce que c'était mon monde, parce que c'est comme ça que j'aimais aller au parc, parce que c'était une partie de ma vie. Et au risque même parfois où ça m'avait, dans mon travail, vraiment, ça m'avait même coûté, quoi. Ça m'avait coûté, on m'avait traité de malade, de fou. J'ai même été dans mon travail en difficulté par rapport aux différents présidents quand j'allais trop loin dans ce domaine-là. Donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et quand j'ai appris ça, parce qu'en plus on me l'a dit, il se trouve que je connaissais très très bien, ami avec lui, le directeur de la com du PSG, qui m'avait annoncé en avant-première ce qui allait arriver, le plan. Il faisait beau, j'étais à une terrasse de café, et pendant 5 minutes, ça a été un grand silence, je ne savais pas quoi répondre. Parce que pendant des années, je disais, ouais, mais ça va être dur de régler les problèmes, machin. Et là, d'un coup, j'avais dans la tronche un truc qui était tellement radical que je me suis dit, ah bah oui, finalement. C'est ça la solution. C'est tellement radical que personne n'y avait pensé, ou en tout cas on avait toujours fait 1 milliard de trucs, de plans, d'ordonnances, de je ne sais quoi, de lois, machin. Il n'y a jamais rien qui bougeait, et là je me suis dit là d'un coup ça va marcher. Et je me suis dit putain, là c'est un énorme choc. Et en fait c'est pas tant ça moi qui a été le tournant dans ma vie par rapport au stade. Moi le tournant ça a été d'abord petit à petit en vieillissant les souvenirs de ce que je voyais et de ce que j'avais vu au parc, au stade pendant des années.
Et puis la mort de 2 supporters du PSG, ça c'est un truc que j'ai pas supporté. Ça c'est un truc que j'ai très 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 mal vécu ça. Au point où j'ai tout remis en cause. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai une position que les supporters n'arrivent plus à comprendre. C'est que face à ça, on a tous des réactions qui sont différentes. Il y en a qui sont en colère parce qu'ils disent on va payer pour les autres ou ceci ou cela. Mais moi j'ai eu une telle peur de ça, de cette violence jusqu'au boutiste. Et quand il y a eu le premier mort, ça a été un choc. Quand il y a eu le deuxième, ça a été affreux. Et je me suis dit, et en plus comme c'était entre supporters du même club, limite ça a été un soulagement. Quand le mec me l'a annoncé, qui m'a décrit tout le plan, ça a été comme un soulagement. Je me suis dit, putain, allez, faites-le, j'en peux plus. Faites-le, j'en peux plus. Retirez-moi de ça, j'en ai trop vu, j'ai trop entendu, je peux plus, il y a eu 2 morts, stop, quoi. Et après, je comprends qu'on réagisse pas tous de la même façon, qu'il y a plein de gens qui se sont dit, mais oui, mais on est d'accord avec toi, sauf que nous, on est obligé de payer pour ceux qu'on fait les cons. Mais tant pis. Tant pis, j'ai opté pour cette radicalité face à ce qui était devenu une violence radicale. Voilà. Là-dessus, Daniel, excuse-moi, là-dessus, je peux suivre, je comprends ton point de vue. Après, moi, ce que je peux reprocher un petit peu, c'est le fait, là, ça va faire 4 ans qu'on est dedans. Ce qui est dommage, c'est que le club n'a jamais essayé de rouvrir le dialogue. Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt voulu avoir un public plus tranquille et ne plus avoir de groupe d'ultra pour avoir un public un peu moins ce qui était avant, un 12e homme, mais aussi des fois qui pouvait faire des banderoles qui dérangent, des contestations. C'est pas plutôt ça que le club veut maintenant, plus un modèle anglais? Mais évidemment, mais tu sais, le problème c'est, mais évidemment, tu as raison, mais si tu regardes dans le paysage européen aujourd'hui, j'ai lu un très très bon article hier sur les supporters en Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'ultras en France, c'est peut-être le seul pays où il y a une sorte de modèle peut-être à suivre. On est d'accord que la culture ultra en Espagne, elle est un peu particulière. Au Camp Nou, il y a une tradition d'aller en famille. Il n'y a pas véritablement d'ultra. Santiago Bernabéu a fini par avoir la peau des ultras sourds, qui étaient quand même pour la plupart moyennement fréquentables. C'est une autre forme de supporterisme. Il y avait l'Angleterre, on sait ce qui s'est passé, l'histoire. Et donc, il reste quoi? Il nous reste, comme exemple, je parle pas de la Turquie, de la Grèce, où là, les ultras font ce qu'ils veulent et la violence me semble moins insupportable. Il reste l'Italie, où après avoir cherché pendant des années à régler le problème, finalement, les ultras ont gagné. Et tous les week-ends, il y a des incidents. Tous les week-ends, il y a des problèmes. Tous les week-ends, il y a des insultes, des bus caillassés, ça n'arrête pas. Dans le stade à Rome, que ce soit les supporters de la Roma ou de la Lazio, c'est insupportable. J'en ai marre d'entendre ces choses-là, ça suffit quoi au bout d'un moment. T'as envie de dire, attends, on va faire de la politique dans la rue, ailleurs, mais viens pas gueuler ta haine dans un stade. Moi, ça a fini par me fatiguer. La Juve, le Juventus Stadium, j'en parle même pas. Là, les droguis là, qui sont des débiles mentaux là, qui parlent des Napolitains comme des animaux. Et après, il y a l'Allemagne qui m'intéresse. Et j'ai lu cet article, Patrick Guillou, consultant qui s'est intéressé à ça, qui a été très très proche de tous les mouvements ultra en Allemagne, qui sont en tout cas intéressés. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont essayé d'avancer par le dialogue, par la concertation, mais ils ont réussi. Et à la limite, ça rejoint presque une culture allemande de la discussion et du dialogue, comme on peut le trouver dans leur vie sociale par le biais des syndicats, où tu as très peu de grèves et où ils arrivent à résoudre énormément de conflits par la représentation syndicale et en évitant les gens dans la rue. C'est souvent ce qu'on dit par rapport aux grèves qu'on a en France par rapport aux leurs. Et eux, ils ont réussi. Mais attention, contrairement à ce qu'on pense, c'est vachement contrôlé. Il y a beaucoup d'interdictions de stade là-bas, mais ils continuent. En tout cas, on a l'impression qu'il y a toujours cette atmosphère de fête dans les stades. Même la bière est autorisée. Alors ça, c'est parce que tu as les lobbies des brasseurs et donc c'est un peu du business. Ils autorisent le truc. Finalement, la solution, quand toi tu reproches aujourd'hui en France ce qui est en train de se passer, c'est que la solution, je la vois pas. Parce qu'il y a eu personne, parce qu'on est incapable de concerter en France, mais dans tous les domaines. Parce qu'il y a personne à la Ligue qui sait s'occuper de ça. Parce que du côté des supporters, franchement, on a été très très cons, parce qu'il faut aussi se regarder dans une glace à un moment. Il y a eu des conneries de faites partout. On est incapable d'avoir de véritables représentants. À un moment, il y avait eu cette espèce d'union là, des ultras de machin, là, ça a rien donné. Quand même au parc, ils ont essayé de recréer des assos à tous les anciens qui étaient interdits de stade pour menacer des mecs et tout. Donc finalement, ils ont lâché prise.
Donc, moi, si vous avez une forme de solution là, dialogue qui pourrait être instauré, je veux bien, mais... excuse-moi de te couper, là. Si je peux me permettre. Ouais, voilà, tu dis bon, on y est en plein dedans parce que James représente un petit peu cette association LPA qui s'est autodissoute, hein. Le fait de rassembler tous les anciens du parc, que ce soit de Boulogne et d'Auteuil, ce qui est une grande réussite, hein. Quand même, peut-être que beaucoup n'auraient pas misé là-dessus, ils ont réussi à le faire. James, je crois que tu voulais prendre la parole par rapport à ça. Déjà, je pense qu'on était un peu tous dans le même cas que Daniel, c'est-à-dire que dès l'instant où ça nous est tombé dessus, il y a eu quand même un moment pour qu'on ingurgite et qu'on comprenne ce qui se passe. Et au final, alors moi je parle de mon expérience, j'ai pas rencontré de gens qui étaient contre le fait qu'il fallait faire quelque chose, et même à la limite, avec du recul, il n'y a pas tant de monde que ça qui était contre une solution radicale. Après, moi j'ai l'impression que le virage, il s'est fait surtout que Robin Lecroux, quand il a posé ça, c'était une manière transitoire justement d'essayer d'amener, alors je ne sais pas s'il aurait pu, mais d'amener vers peut-être un truc qui était plus ressemblant à l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, après 2006, les premières discussions qu'il y avait eu avec tous les gens qui étaient acteurs de ça, ils s'orientaient vers l'Allemagne, c'est-à-dire avec les fan projects, avec les discussions entre les différents types de supporters, et surtout le premier truc, c'est les clubs de foot, parce que s'il n'y a pas de discussion avec les clubs de foot, s'il n'y a pas d'interlocuteur, c'est mort. Donc là déjà, on était dans ce truc-là. Après, je pense que les supporters en nouvelle, c'est-à-dire que le premier temps, moi c'est mon avis, ça n'a pas été possible. Maintenant, il s'est quand même passé 4 ans. 4 ans, il n'y a déjà plus beaucoup de monde, il n'y a plus les mêmes personnes, et il y a quand même une expérience qui s'est prise, des réflexions qui s'est menée. Alors, je ne dis pas que, moi, je ne suis pas utopiste, hein, je pense pas que les choses ne pourraient un jour marcher toutes seules sans être carrées. Et malheureusement, je pense que dans des stades de 45 000 personnes, ultra ou pas, il y a toujours besoin d'encadrement, il y a toujours besoin de police, et il y a toujours besoin de concertation. Aujourd'hui, en France, et particulièrement au PSG, et malheureusement j'ai peur que ce modèle il s'impose un peu en France en totalement, il n'y a pas du tout de dialogue. Mais c'est non seulement il n'y a pas de culture de dialogue, mais c'est carrément, il y a finalement, moi avec mon expérience, je vois que là où nous on était plus à faire une guerre de tranchées, à être un peu jusqu'au boutiste et voire pas vouloir dialoguer, aujourd'hui la situation c'est un peu inversé. C'est pas, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura un dialogue possible, hein, mais là en l'occurrence on en est là. Maintenant, moi, il y a un truc que je vois à force de suivre, alors je ne dis pas que je suis un spécialiste, mais au moins je suis l'affaire, c'est que quoi qu'il arrive, là, l'UEFA commence à imposer des règles qui va, en gros, demander au PSG, quoi qu'il arrive, d'avoir un interlocuteur, un référent supporter, et qui soit autre que le responsable de sécurité. Ce que je vous avoue, on souhaite tous de notre côté. Alors, de toute façon, à plus ou moins moyen, long terme, qu'il y ait des ultras ou pas, que ce soit les anciens ou pas, de toute façon, il va falloir commencer à discuter, à mettre en place des choses. Parce que je ne vois pas le PSG grand d'Europe. Mais excuse-moi de te couper, mais aujourd'hui, le truc qui est clair, c'est que les ultras, c'est terminé. Et ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Et même en Allemagne, même dans cette solution-là qui a été celle du dialogue, en fait, ce sont plus vraiment des ultras. C'est juste qu'on a organisé l'ambiance, on a organisé les chants, ce qu'a priori, à moins que j'ai complètement oublié ce qu'est la culture ultra, ce qui est quand même quelque chose que refuse le mouvement ultra. C'est-à-dire qu'on lui demande qu'on lui dise comment faire et qu'on organise la façon de supporter l'équipe. A priori, l'ultra le refuse. Donc, c'est pas en Allemagne, c'est pas le problème de base, c'est que quand est sorti le trou, la réaction finalement des supporters, elle a été radicale puisqu'on est allé au boycott, puisqu'il y a eu des plaintes en fait, il y a eu une radicalisation des deux côtés. Donc, il n'y a jamais de dialogue qui a été possible parce que entre les anciens, certains qui ont menacé ceux qui étaient prêts à revenir, entre ceux qui ont porté des plaintes parce qu'il y avait des libertés aux atteintes individuelles. En fait, le club a sans arrêt pensé que de toute façon, ils étaient dans une forme de guerre ou de manifestation visible ou invisible, et que de toute façon il y avait une volonté d'entourloupe de l'autre côté et qu'il n'y a pas la volonté de reconstruire quelque chose. Parce que moi je me souviens au départ, ça valait ce que ça valait, mais il y a des mecs qui ont quand même essayé, mais ça a été refusé parce qu'on voulait pas négocier, on voulait pas discuter avec le directeur marketing, parce que ça faisait organiser ce que refusent les ultras. Donc quand les mecs sont arrivés et qu'ils se sont dit bon, on veut bien mettre l'ambiance de cette façon-là,
les mecs sont arrivés et dit toi, si jamais tu retouches un mégaphone ou si jamais tu lances un chant, on va te choper dehors. Tout est parti en vrac. En fait, à la radicalisation des autorités et du PSG a répondu le boycott et une radicalisation des anciens supporters. Donc finalement, il n'y a pas eu la naissance d'un dialogue. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis se sont éloignés petit à petit, que dans le même temps, eh ben, mine de rien, tu as quand même énormément de gens qui sont retournés au Parc des Princes, que finalement ceux qui n'y vont pas et ceux qui se plaignent, comme tu l'as dit toi-même, ça reste une minorité, que le Parc des Princes, il est plein, et que de toute façon, d'un point de vue du PSG, du point de vue du PSG, tout le monde est content. Moi, j'aurais une question que même Nicolas, excuse-moi, je pose ma question. Est-ce que ça arrangeait aussi un petit peu, on va dire, la France des médias, la France du football, d'exclure les supporters du PSG du monde du football? Pourquoi? Et pourquoi tu demandes ça en fait? Je comprends pas quel serait l'intérêt en fait. Je sais pas. Pour moi, faudrait peut-être se poser, je sais pas, la question. C'est effectivement, il y a un cas singulier à Paris, mais Paris a été à l'origine de toutes les lois anti-hooligan entre guillemets qui ont été prises en France. Ouais, ça dérangeait. Voilà, il y a certains. Voilà. Maintenant, le phénomène je sais que c'est qu'on peut se poser, c'est qu'on est arrivé dans une surenchère législative, à travers le PSI 2, qui fait que c'est pas uniquement les Parisiens. Et avec le cas singulier, effectivement, où il y a eu mort de 2 hommes, il y avait des affrontements, des violences, et peut-être qu'un jour il serait intéressant que la représentation nationale se penche sur la façon dont a été gérée par les forces de l'ordre et les polices et la justice la situation à Paris pendant des années. Le cas parisien est exceptionnel. Maintenant, ça avancera quoi de faire ça? Ça avancera quoi de faire ça? Pour moi, de savoir ce qui s'est produit. Il s'est quand même passé de la mort de 2 hommes et personne ne sait pourquoi, personne ne sait qui est responsable, personne ne connaît les incompétences ou les erreurs qui ont été commises sur plusieurs années dans la gestion de la violence au Parc des Princes. Personne n'a interrogé les forces de l'ordre. C'est les seuls à qui on ne pose pas de questions. On a interrogé les supporters. C'est-à-dire, explique-moi ce qu'il faut qu'on sache de plus dans l'affaire Yann Laurent. Explique-moi. Déjà, je pense que ce serait bien que la justice aille jusqu'au bout, mais surtout, j'aimerais savoir comment c'est-à-dire que la justice aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que les mecs qui ont fait ça soient en cabane et soient pas dehors. Je sais pas, à un moment, moi, je vais pas, franchement, je vais pas me porter, je vais pas devenir le défenseur ou je suis pas juge. Non, ce que je voudrais savoir, moi, c'est comment un soir de PSG-OM, un tel événement puisse produire quand on connaît justement la situation. Alors là, moi, je suis en total désaccord avec ça, moi. Ça, pour moi, c'est la fuite en avant. Pour moi, ça, c'est de la lâcheté. Ce que tu dis, c'est de la lâcheté. Ça veut dire que, et ça, c'est ce que, si, c'est de la, je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est exactement le discours ultra. Oui, je vais t'expliquer. C'est le discours ultra que je ne supporte pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est à la police. C'est à la police d'être responsable des agissements des mecs dans la rue. En gros, attends, nous on est là, mais on sait jamais, ça peut déborder. Moi, je peux te casser la gueule. Non, mais il y avait eu Daniel, il y avait eu. Moi, je ne dis pas ça, Daniel. Daniel, je ne dis pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Daniel. Je ne dis pas ça. Je dis juste, à un moment, ils ont aussi des comptes à rendre. C'est tout. Je dis que c'est absolument pas assez en avant. Moi, j'aurais aimé. Il y a eu des antécédents. Il y a eu comme. Elle aussi personne, la police. Elle a des deux. Attendez. La parole, on comprend plus rien. Attendez, avant de donner la parole à James, il y a eu quand même, Daniel, des antécédents où la police était au courant. Il s'est passé des trucs à Lyon. Il y a eu des antécédents, il y a eu des trucs que la police ne pouvait pas savoir. Mais arrêtez de vous réfugier derrière la police. Non, on se réfugie pas. Non. Je te dis juste que si ils avaient fait aussi leur boulot, aussi, peut-être que ça se serait pas passé. Je dis pas que tout est de leur faute, parce qu'il y a eu une organisation pour tout ça, certes. Mais la police, au nom de quoi la police doit régler des bagarres de barbares? Au nom de quoi la police? Est-ce que l'homme est assez intelligent les RG pour ne pas avoir les RG étaient très bien au courant. Ils tutoient des gens depuis des années. Ils connaissent. Ils savent très bien ce qui se passait. Moi. Je les ai connus, les RG. Ils savaient très bien ce qu'il allait se passer, Daniel. Est-ce que je suis Daniel, c'est le rôle de la police de régler des histoires de bagarres. C'est le rôle de la police de régler ça. Je dis pas que les mecs sont intelligents et qu'il faut les défendre. Je dis que c'est le rôle de la police d'organiser la sécurité publique. C'est son rôle. Pourquoi tu vas dans la bagarre? Pourquoi tu vas dans la bagarre? Pour une affaire de foot? Pourquoi tu vas te friter contre un autre mec? C'est quand même dingue, quoi.
Pourquoi si je ne défends pas ce point de vue-là. Maintenant, je te parle une assoce, tu vas t'éclater la gueule contre un mec qui est de la même équipe que toi, mais qui est pas dans la même tribune. Mais on croit rêver. C'est de l'histoire de territoire, c'est des trucs de barbares. Mais parce que dans ce cas-là, il faut fermer les boîtes de nuit parce qu'il y a des bastons tous les soirs dans les boîtes de nuit. Donc à un moment, la question c'est... Je cautionne pas ce qui s'est passé. Personne cautionne la violence ici. Personne cautionne les attitudes qu'on peut avoir. Et en plus, là, en l'occurrence, est-ce que c'était des ultras ou c'était d'autres logiques de firmes? Ça, c'est quand même un autre problème. Le truc, c'est simplement qu'à partir de ce point de vue-là, maintenant, on en arrive à des listes noires où on interdit à des mecs de se déplacer à des stades alors qu'ils sont sous le coup d'aucune interdiction, ni administrative, ni judiciaire, qu'on a voté des lois où on n'a pas le droit de se rendre dans des villes si on se comporte comme un supporter. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? On est arrivé à des extensions de... Pendant combien d'années? Excuse-moi, pendant combien d'années? James, si tu étais à Monaco, tu peux en témoigner quand même que voilà, depuis quand même ce plan Le Prou, malgré la bonne volonté des manifestations où il s'est jamais passé le moindre incident ou même d'action au Parc des Princes où il s'est passé jamais le moindre incident. Pendant combien d'années les déplacements? Pendant combien d'années les supporters de partout se sont déplacés, ont fait ce qu'ils ont voulu, sans que justement la police intervienne et fasse soi-disant son travail. Tous les déplacements, les aires d'autoroute, les machins. Eh ben, pendant des années, on a laissé faire. Et à un moment, stop, on siffle la fin du truc. Les premiers incidents de déplacement de supporters, c'est en 77, putain. Pendant des années, les mecs ont pu faire ce qu'ils ont voulu. Et à un moment, ils sont surpris que d'un coup, ce soit radical. Daniel, si je peux me permettre, je pense qu'on est tous d'accord sur... Honnêtement, là, aujourd'hui, on est tous d'accord. Si on doit faire un bilan de ce qui s'est passé avant, on est tous d'accord. Ok. Maintenant qu'on a dit ça et qu'il s'est passé plein de choses, etc., ok. Est-ce que ça veut dire que pendant des années, on va brandir le truc de voilà ce qui s'est passé derrière, et quand, en fait, des générations même qui vont venir après, qui n'auront même pas connu ce qui se passe, on va, en gros, leur supprimer leurs droits, commencer à imposer des lois liberticides pour essayer éventuellement de sécuriser des stades où en fait on ne sécurise rien et on ne règle pas le problème. Aujourd'hui, je crois que la question elle est passée. La question de toute façon, le dialogue il va être obligatoire. Maintenant, c'est pas ça qui va arranger tout. C'est ça qui va essayer de faire en sorte. Comment ils font les supporters qui étaient à Monaco? Il y avait des Parisiens dans le stade. Je peux finir. Là, par exemple, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, les discussions, tu verras, ça va suivre parce que il n'y a plus d'histoire d'ultra, pas ultra et tout. Et d'ailleurs, en fait, même dans ceux qui contestent ou qui contestent pas, tu retrouves de tout. Même des gens qui n'ont rien à voir. Et en fait, on se retrouve avec plein de gens qui subissent, en gros, les atteintes à leur liberté aujourd'hui. Et effectivement, tu vois même des anciens qui vont dire aux jeunes, mais attendez, vous faites les foufous, vous avez une mauvaise image, c'est fini, c'est plus du tout la même façon de... Par exemple, sur les stations-service, ça nous est arrivé de voir, même des anciens et tout, qui voient des jeunes qui vont commencer à faire des choses. Non, mais arrêtez. Déjà, personne ne va dans les stations-service et c'est fini. Il faut arrêter de croire que tout... Il y a un moment où les gens, ils doivent apprendre. Et si on ne fait pas confiance à ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait du tout répressif et au final, qu'est-ce qui se passe, comme on a vu à Monaco? C'est qu'en gros, moi, les forces de l'ordre, elles sont là quand même pour faire respecter la loi. Elles ne sont pas là pour faire la sécurité du PSG. Mais pourquoi certains sont rentrés? Mais pas que, c'était à la gueule du client. Moi, je peux te dire, j'y étais, j'ai vu les mecs les filmer et tout. En gros, tu sais très bien comment ça se passe. Tu vas avoir Ebongué, qui maintenant, je sais même plus pour qui il travaille, qui fait le physio, t'as Jean-Philippe Davillier qui fait le physio, et t'as Boutonnet qui fait le physio. Et là, en gros, que les stewards ou même que la police, à Monaco, c'était un parfait exemple, disent non, mais il n'y a aucun souci, on est là, on va cadrer, et à la limite, il vaut mieux que ces gens-là soient là, et s'il y a un problème, on s'en occupe. Eh ben non, non, moi je veux pas qu'ils rentrent ces gens-là. Et je les connais, machin. Et on leur dit, bah alors venez nous expliquer c'est quoi le motif. Il se passe rien. Ils disent toi. Mais il n'y avait aucun mec là-dedans, il y avait aucun mec parmi ceux-là qui était dans l'histoire de Amiens, le match de CFA. L'histoire d'Amiens, moi j'y étais à Amiens, il n'y a rien eu à Amiens, je te raconte. C'est très simple, à Amiens, là en fait ce qu'ils ont repris, c'est qu'ils ont repris cette histoire d'Amiens, en gros, je le sais parce que c'est pratiquement nous, à LK où on est le plus touché, pour mettre des interdictions administratives de stade. Déjà, elles sont tombées. Par exemple, si je te donne les motifs, c'est avec quoi on n'a pas payé l'entrée. Alors c'est paradoxal parce qu'il y avait une interview du président qui dit « Oh, ils ont payé à leur manière. » Donc comment tu vas prouver que moi j'ai pas payé l'entrée? Ok. Ils ont dit quoi? Il y a eu des violences. Il n'y a eu aucune violence, il y avait la police qui nous a encadrés, qui a très bien fait son travail. Et s'il y avait eu des violences, il y aurait eu des arrestations, il y aurait eu des interpellations, et tu sais très bien qu'il y aurait eu des articles après. Donc ça, je te garantis, il n'y en a pas eu, j'y étais. Le truc qui est vrai, ça je peux te le garantir, c'est vrai, j'ai été témoin,
c'est que la main courante sur laquelle, tu sais comment sont les ultras, ils posent leur tambour, les mecs, t'as les capots, etc. Tout le monde était sur la main courante. Une main courante, t'as vu le stade d'Amiens, c'est un truc de merde. Et elle a cédé, effectivement. Alors tout le monde s'est mis d'accord à revenir le truc. Je peux te dire, même les joueurs du PSG, même le staff est venu nous remercier et tout, ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, il n'y a même pas eu d'interruption de match, il n'y a pas eu de report du début du match, il n'y a rien eu. Après, les flics, ils sont même venus nous remercier à la fin. Ils disent, bah écoutez, franchement, on vous remercie, on s'attendait à pire et tout, il n'y a pas de souci, attendez un peu. En fait, comme ça se passe dans les stades pro, attendez un peu que tout le monde sorte et on ressort et tout, etc. Ok. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de médias, il n'y a personne qui a appelé, il y en a qui m'ont appelé, moi, qui m'ont appelé. Alors, en étant en garde à vue, il y a eu des incidents et quoi? Je fais, mais pardon, mais je suis dans le bus, là, on est en train de rentrer, de quoi tu me parles? Tout ça, moi, je veux dire, hein, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais honnêtement, ça, il ne s'est rien passé. Et quand bien même il serait passé quelque chose, j'ai envie de te dire, ça, c'est à la police de gérer ça. S'il y a quelque chose, moi, si j'ai fait quelque chose, pas de souci. Tu m'as identifié, et autant te dire qu'ils ont fait du travail pour identifier. Tu me fais une procédure, et je passe devant un juge, etc. Là, c'est pas le cas. Il n'y a aucune interdiction judiciaire de stade, il n'y a aucune poursuite. Il y a la seule poursuite qu'il y a eu, tu veux que je te dise ce que c'était? Et tu peux te renseigner, tu peux aller voir dans la justice, c'est un mec qui soi-disant a été poursuivi pour non-respect d'interdiction de stade, et finalement il a été relaxé parce que c'était bidon. Il est passé devant un juge, il a été relaxé. Après, moi, des exemples comme ça, je prends 2010, mais je pense qu'on n'a pas le temps de discuter de ça, et je pense pas que ce soit le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est, voilà, est-ce qu'on commence à essayer de réfléchir à comment on peut faire en sorte de dialoguer et qu'il se passe des choses, et arrêter en gros de ne plus respecter la loi, parce qu'aujourd'hui le club ne respecte plus la loi, et ce qui n'empêchera pas, comme tu dis en Allemagne, ils ne sont pas permissifs. Par exemple, il faut savoir qu'en Allemagne, les flics ont le droit d'interdire de stade directement. C'est pas le club qui décide et tout. Il y a plein de choses en Allemagne où il y a des exemples, c'est pas pour ça que c'est parfait, mais en tout cas, là où je suis en désaccord sur deux choses avec toi, c'est qu'en Allemagne, on t'entend mal, James. Ah. Allô? Ouais, on t'avait perdu. Tu m'entends ou pas? Ouais, on t'avait perdu. Juste pour finir, et je fais court. En Allemagne, en fait, les ultras ne sont que Aïe, ça bug un peu, James. Rappelle-nous tout de suite. Moi, j'ai envie de poser une... rappelle-nous, James, parce que là, ça bug un peu, je comprends pas. Vous m'entendez ou pas? Ouais, là, c'est mieux. Allô? Voilà. Ouais, juste, je finis mon propos, excusez-moi. Donc, en Allemagne, les ultras ne sont qu'un interlocuteur parmi tant d'autres. En France, le problème, c'est que comme on écoute, on ne dialogue qu'avec ceux qui gueulent, en gros, les dirigeants ne parlent qu'aux ultras. Et pour finir, pour l'histoire de ceux qui ont essayé de remettre de l'ambiance, il faut savoir que ils se sont pas pris tant de pression d'avoir des supporters, même si c'est sûrement vrai, je sais pas. En tout cas, ils se sont retrouvés, non mais juste, le problème, c'est surtout qu'ils se sont retrouvés, en gros, entre les deux. C'est-à-dire entre des gens qui, je me mets dedans, qui étaient peut-être à ce moment-là pas dans un dialogue constructif, et avec aussi une direction qui n'était pas. Aujourd'hui, il s'est passé quand même du temps. Donc, est-ce qu'on continue à refaire le passé, ou est-ce qu'on avance? Moi, c'est la seule question que je me pose, quoi. À savoir maintenant si le Parc des Princes, comme disait Daniel tout à l'heure, tel qu'il est, le parc est plein, est-ce que ça leur convient pas aux dirigeants d'avoir un stade qui est comme ça, plus qu'est-ce que c'était avant, quoi. La réponse, elle est évidente. Évidemment, voilà. tu préfères avoir un stade donc, entre guillemets, il faut être honnête, où il n'y a pas de violence et où il y a un public qui vient, qui paye. Alors après, qu'il n'y ait plus d'ambiance. Je pense que tous ceux qui ont été au parc cette année ont plutôt ressenti, en tout cas pas l'ambiance qu'il y a pu y avoir avant de passer. Évidemment que ça leur convient. Après, je pense aussi... Dans quel passé? Dans quel passé? De quel passé tu parles? Je sais pas, moi j'ai vu plusieurs PSG-OM avant le plan de proue, il y avait une ambiance qui était autre que celle-là. Voilà, c'est maintenant peut-être que je mens, peut-être que j'invente et que je dois avoir des retours d'acides qui vont avoir des hallucinations. Il n'y a pas d'ambiance aujourd'hui ou très peu d'ambiance au parc. Peut-être que tu penses. Ça dépend par rapport à quelle époque tu te réfères. Bon, à certaines époques, que ce soit même dans les années 90 ou même dans des années de ville. Effectivement, je peux parler que de ce que j'ai connu. On sortir des matchs avec des ambiances de dingue. Même Daniel, dans Parc, tu parles à un moment
au moment où on jouait le maintien d'un match face au Mans et tu dis que t'es... Un 12e homme, quoi, 12e voilà. homme, quelque chose qui fait que les gens se surpassent. J'ai pas l'impression que... Ouais, d'accord, mais enfin moi je veux bien ça. Évidemment, je me souviens de ça. Mais moi, d'abord, ces années-là, je les aimais pas parce que c'était les années où le PSG jouait le maintien. C'est de la merde. Bon, il y a des supporters qui sont nostalgiques de ça. Bon, je veux bien. Moi, je pas En fait, moi, ce match contre le Mans où il y en avait une autre contre Saint-Etienne, une ambiance de malade. Alors que tu joues le maintien, que tu es dans le bas du classement et te souvenir de ça, bah moi c'était un sale souvenir. Je me souviens, j'étais au parc, je me disais mais putain, mais c'est quand même complètement dingue qu'il y ait une ambiance de Coupe d'Europe alors qu'on est dans le cul du classement. Bref, peu importe, c'était effectivement bien si tu veux, ok, super, machin. Mais aujourd'hui, je suis désolé, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient revenir. Et je crois que par moment, personne n'est empêché de chanter, sauf que tu as toujours des groupes qui sont là pour dire il est mort le Parc des Princes, il est mort le Parc des Princes, plutôt que d'aider ceux qui essayent de lancer les chants à chanter, mais qui sont toujours dans la revendication et qui continuent à foutre le bordel. Moi, je vois pas l'intérêt, je vois pas en quoi c'est intelligent de faire ça, si ce n'est de s'en... Alors, d'un côté, on me dit, il faut avancer. Bah, s'il faut avancer, il faut arrêter de sans arrêt chialer, il est mort le parc, il est mort le parc. Plutôt que de faire ça, chante et puis entraîne les autres. Moi, je me souviens d'une époque où il y avait qu'une seule tribune qui chantait. Après, il y a Auteuil qui est venu. Et dans un premier temps, alors les mecs à Boulogne n'étaient pas super contents parce qu'il y avait d'autres mecs. Ah, attends, nous on est les premiers, donc ceux qui arrivent déjà ils vont fermer leur gueule. Et puis après, bon finalement ils étaient contents parce que en fait il y a eu plein d'époques différentes dans l'histoire du Parc des Princes. Et là, on est dans quelque chose qui finalement représente 4 ans d'une vie d'un stade. C'est pas grand chose par rapport à l'histoire complète. Et plutôt que de chialer sur quelque chose qui certes peut faire chier pas mal de supporters et notamment des jeunes qui eux, bah justement ont été un peu freinés dans leur élan. Par rapport à des anciens qui, comme ils ont connu l'ancien temps, bon bah eux se disent après tout, moi le temps est passé, je veux faire autre chose. Et ben plutôt que d'avancer, ils sont sans arrêt en train de se retourner sur ce passé récent, sans arrêt en train de sortir ces années là 2005, 2006 où la violence en dehors du parc était inouïe entre la tribune Auteuil et Boulogne, où c'était insupportable ce qui se passait. Alors moi je veux bien, mais si le prix à payer c'était ça par rapport à me souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur du parc, je préfère tout effacer. Et je préfère rêver plutôt que les mecs, plutôt que de venir chanter là, il est mort le parc, il est mort le parc. Ben venez, mais chantez comme à l'époque, les mecs à Boulogne qui avaient rien du tout, qui venaient et qui chantaient, qui ont tout créé, qui chantaient de rien. Et ben, ouais, mais bon, bah, à l'époque, je me souviens même quand ils disaient aux mecs d'Auteuil, ouais, vous vous êtes financés parce que le club leur avait payé le premier matos et tout ça. Bon ben voilà, à la fin, eux aussi se sont réclamés, ils se sont dit on est indépendants, on est ceci, on est cela, machin. Il y a eu plein d'époques différentes dans l'histoire du Parc des Princes. Et il faut en créer une nouvelle. Il faut en créer une nouvelle. Et si créer la nouvelle ambiance du parc, c'est accepter un état de fait qui effectivement est déplaisant, et ça, ce côté-là, je serais évidemment d'accord avec vous sur le côté légal. Mais s'il faut en passer par là, avaler des couleuvres, mais je peux t'assurer que les autorités et le club en ont avalé pendant des années sur les conneries des ultras, je pense que ce serait un pas, mais alors c'est vrai que j'avoue que je ne sais pas comment faire ce pas. Ça, je vous rejoins là-dessus. Moi, j'aurais une petite question vite fait. Est-ce que le PSG fait peur aux médias maintenant? Non, mais tu parles, c'est fini. Ça, à une certaine époque, oui. D'ailleurs, je le déplorais tout le temps. Je disais toujours, de toute façon, les médias ne s'intéressent que ce qui se passe au Parc des Princes et pas du tout à ce qui se passe dans les autres stades, parce que c'est à 2 kilomètres à la ronde de tous les médias et que donc c'est très facile d'aller faire un reportage au parc. Maintenant, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est au Parc des Princes que le hooliganisme en France est né. Et que énormément de problèmes de stade en France se sont effectivement passés. Les supporters du PSG étaient même souvent, je ne sais pas si fiers ou orgueilleux de dire on est les plus forts et la plupart des problèmes sont quand même liés aussi de ce côté-là. Il faut être aussi honnête là. Mais il y en avait ailleurs. Il y en a eu à Saint-Etienne, il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Marseille, il y en a eu à Nice, il y en a eu dans énormément de stades. Je pense pas que c'est ça ce que tu voulais dire, Stan. Je pense que Stan voulait dire par rapport à la répression qui se passe, par exemple, ce que disait Jens. Est-ce que dans les médias, on est réticent à en parler? Mais je crois pas, parce que regarde le nombre des médias avec des mecs qui ont jamais foutu les pieds au stade et qui viennent me casser les couilles à dire ouais, l'ambiance avant elle était mieux. Mais quelle ambiance elle était mieux avant? Mais tu connais même pas, tu sais même pas de quoi tu parles. Ou les mecs, il était venu une fois quand il était mort, mais il se souvient d'un truc. Attends, les mecs, donc la tendance dans les médias, elle est plutôt du côté justement de la lutte contre le football aseptisé, du business du grand méchant Qatar. Elle
elle est plutôt de ce côté-là, une sorte d'anti-système. C'est la mode d'ailleurs dans la société française, donc ça se retrouve dans les médias. Pourtant, à chaque fois que vous avez reçu des invités ou quoi, que ce soit RMC, on peut en parler. Maintenant, on est entre nous, on est sur un de bois, et rarement vous avez reçu des gens qui étaient dans la contestation pure et dure. Vous avez toujours reçu des abonnés avaient été reçus une fois, James, il me semble. Ouais, ils étaient venus une fois, mais parce que Stan, parce que c'est super compliqué. Moi, tu sais pas qui appeler, tu sais pas qui faire intervenir. Pardon. Dans les médias aujourd'hui, Canal+ me semble pas être ceux qui mènent la lutte contre le football aseptisé. Alors il y a peut-être des articles dans Le Monde qui sont publiés sur le sujet, mais c'est combien de lecteurs? C'est en comparaison d'une émission comme le CFC ou une émission comme la tienne sur RMC. À un moment, mais ça veut dire quoi? Mais à un moment, ça veut dire quoi? Les médias, c'est quoi cette lutte? La télé, elle n'est pas contre le football aseptisé. Elle n'est pas sur un discours. Moi, je suis pas en train d'expliquer ce qu'ils doivent penser. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les médias, si on parle des grands médias publics, soient dans le discours de regretter le temps d'avant. C'est vraiment pas ça qu'on voit en tout cas à la télé. Attends, tu rigoles, tu l'entends sans arrêt, le coup de l'ambiance qui était mieux avant, ils te disent tout ça. Il y a même sur les plateaux de télé, tu invites un ou deux acteurs ou des anciens joueurs, ils te ressortent toujours ça. Tu rigoles. On l'entend vachement ce discours-là. Franchement, je sais pas où tu entends ça, où tu entends les gens dans SoFoot, du compagnie, ils sont pas là. Le SoFoot, on n'est pas un grand média. On passe pas à la télé. À SoFoot, on n'a pas ton audience. On n'a pas notre audience. SoFoot, vous avez une belle audience. Les cahiers aussi. Attends, on a quoi? Non, mais est-ce que la question... Je pense qu'un poste, et quand toi, tu parles sur RMC, on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau d'audience et de personnes qui nous écoutent. Donc je suis désolé, c'est pas une question d'envie, c'est juste une question d'expliquer qu'il y a quand même une réalité du discours. Le discours, il n'est pas favorable aux ultras en France. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça, je suis d'accord. Quand il y a des violences, ça peut se comprendre. Mais dire que le parc c'était mieux avant, ce discours-là, j'entends pas. Ah si, alors il y a deux choses dans ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que le discours il est évidemment pas pro-ultra, ça je suis évidemment d'accord avec toi, tu as raison. Maintenant, le discours c'était mieux avant au parc, alors là il est à 90% dans les médias. Tous ils le font. Tous ils nous sortent cette sauce-là. Tous. Tu l'entends partout. Tu l'entends sur France, mais arrêtez avec Canal. Stéphane Guy fait des directs. Oh, l'ambiance était exceptionnelle. On s'en fout. On s'en fout de toute façon, l'ambiance. Mais là, tu fais une fixette. Là, tu fais une fixette sur Canal, mais l'émission dont on parlait tout à l'heure sur France 2, ils le font. Les cahiers, ils le font. SoFoot, ils le font. Nous, chez nous, il y a la moitié des mecs qui le disent. C'est bon. Si vous braquez sur moi, ok. Moi, je peux vous dire que l'ambiance, elle était mieux, mais je veux juste à chaque fois quand un mec en parle, je lui demande juste quand. Je veux juste qu'il me précise à quel moment elle était mieux. C'est tout. Mais je dis pas que c'est pas vrai, je dis à quel moment. Alors, à chaque fois, je ressors tout le temps mes vieilles rengaines. Le match du titre de 94, il y a 30 000 personnes et c'est pas plein. De quel moment il me parle? S'il me parle du milieu des années 2000, je lui dis ok. Et moi, ces années-là, je les déteste parce que c'était tellement horrible en dehors que je ne regrette pas ces années-là, moi. Mais après, il peut y avoir un juste milieu. Ouais, vas-y, James. Ouais, vas-y, James. Mais je voulais juste te dire, il y a peut-être un juste milieu entre les deux, quoi. On peut avoir une belle équipe et une bonne ambiance sans bagarre, quoi. Ambiance ou pas ambiance, je crois que la question, on l'a dépassée, hein, et effectivement, ça dépend des matchs, etc. Et là, c'est pas la question. Moi, là, par contre, je peux t'informer. Pour ce qui est de vouloir venir, il faut savoir qu'il y en a plein qui ont essayé de revenir et qui ont plutôt été chassés, qui ont plutôt pris des interdictions de stade alors qu'ils chantaient pour Paris. Notamment, moi, je me souviens justement de plein de médias qui disaient mais contre Kiev, ça commençait à revenir. Et en fait, c'était des anciens et à force, ils ont quand même subi et ils se sont fait dégager. Après, moi, je te montre des exemples. C'est-à-dire que quand on va à Toulouse, quand on va à Troyes et qu'on tombe, en gros, sur des forces de l'ordre qui nous laissent rentrer, qui s'organisent avec nous, qui nous cadrent, on a des billets, on n'est pas interdit de stade, on nous laisse, il y a eu des formidables ambiances, les gens, ils sont là pour soutenir Paris. Alors effectivement, il va peut-être y avoir des chants qui sont contre la direction, ça peut arriver, et je pense que ultra ou pas ultra, moi j'estime qu'on doit avoir la liberté de soutenir Camboiré ou de dire à la direction je l'aime pas, même si c'est avec des arguments fallacieux. Là aujourd'hui on l'a pas, c'est clair. Moi là j'ai un ami qui est allé avec moi, qui continue à y aller, qui est abonné, il était avec ses enfants, il s'est fait agresser et dégager parce qu'il est rentré avec un hamburger de chez un fast-food devant ses mots, il s'est fait agresser. Il y a un moment où, là, on n'est plus dans ultra, pas ultra. On n'est pas dans ces histoires de lynx, pas lynx qui nous ont pompé l'air pendant 2-3 ans. On n'est pas dans des histoires d'ambiance. C'est aujourd'hui le club que ça soit des anciens, des nouveaux, des jeunes, des vieux, est-ce qu'il
est-ce qu'ils laissent rentrer des gens qui ont le droit de rentrer? Moi, je peux te dire non, vu que je me fais dégager tout le temps et qu'il n'y a aucune raison. Et je te jure, je peux te garantir que tu vas au parc. Attends, les dernières fois, tu veux que je te dise la dernière fois comment j'ai esquivé? C'est-à-dire que heureusement, il y a un ancien steward qui m'a reconnu, qui m'a dit attention, ils sont en train de tourner, ils sont en train de tous nous chasser. Je suis parti avant et il y en a 2 autres qui se sont fait choper, qui ont pris des interdictions de table. Pourquoi t'as pas le droit d'y aller, toi? Mais moi, il n'y a aucune raison. C'est juste qu'en fait, ça veut dire que toi, t'achètes une place, t'as pas le droit d'aller au parc. Enfin, là, maintenant, en fait, alors si tu veux savoir comment ça se passe aujourd'hui, avant, carrément, ils te les vendaient pas. Maintenant, en fait, ils te les vendent et pourquoi ils te la vendent pas à toi? Dis-moi pourquoi ils te la vendent pas. Ah bah c'est la fameuse histoire de la blacklist. Et pourquoi t'es sur la blacklist? Ah bah là, j'aimerais bien le savoir. Alors j'ai fait toutes les démarches à la CNIL et tout. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Par exemple, faut pas se mentir, c'est parce que tu es parti contestataire, c'est une grosse tête de liberté pour les abonnés, voilà. Excuse-moi, mais ça, moi, j'y crois. Enfin, moi, tu vois, au bout d'un moment, je me demande ce qui est vrai ou pas dans ce que vous dites. Non, mais c'est sincère, là, Daniel, on n'est pas là pour mentir. Non, on n'est pas là pour mentir. C'est une émission qui a été faite un petit peu pour. Et pourquoi alors t'as pas le droit de rentrer alors? Pourquoi t'as pas le droit de rentrer alors? Parce que voilà, pour nous, la simple et bonne raison, c'est qu'il fait partie des porte-parole de l'ex-LPA, tout simplement. Et de toute façon, c'est simple qu'on me croit ou pas. Moi, je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Vous verrez les images de Canal. Moi, je veux te croire, moi. Mais donc, tu ne peux pas y aller parce que tu as fait partie de l'association Liberté pour les abonnés. Ah, mais on est plein dans ce cas-là. En fait, il faut savoir quand même que quand la CNIL elle est passée et qu'elle a trouvé 2000 et quelques noms, il faut savoir que c'était en novembre 2012 hein, et que depuis, elle n'a fait que grossir. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'en fait, on est plus, d'ailleurs, nous, contactés, parce que comme on commence à être connus, il y a des gens qui essaient de trouver de l'aide qui nous contactent, il y a des gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont même pas été dans des tribunes qui nous contactent. Aujourd'hui, nos avocats, quand on parle des avocats des ultras, c'est pas vrai. Nos avocats, ils traitent plus de sujets de personnes qui n'ont rien à voir avec les anciens que de nous. Parce que effectivement, il y a des soucis de gestion, etc. Et d'ailleurs, quand on parle à la sécurité, je parle des gens sur le terrain, que ce soit policiers, stewards, et même certains dirigeants du PSG, ils le reconnaissent, ils le disent. Effectivement, que tu mettes des ultras ou pas, c'est difficile de cadrer, il y a des comportements différents. Et moi, je sais que la plupart des gens qui s'occupent de la sécurité ou qui travaillent encore au parc, ils me disent tout le temps la même chose. En fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'il n'y a plus d'abonnés dans le sens qu'on avait avant. C'est-à-dire que les gens, ils vendent tellement sur via Gogo ou machin, qu'en fait, à chaque match, tu as un public différent. Donc effectivement, comme tu dis, un jour tu vas avoir des gars qui disent il est mort le Parc des Princes. À un autre côté, tu vas avoir des gens un peu foufous qui sont agressifs. Après, à un autre côté, tu vas avoir des touristes danois, je sais pas, j'ai une connerie. Et voilà. Mais ça, aujourd'hui, on n'en est plus là. Maintenant, moi, justement, ce qui m'embête dans les médias, c'est que, à part SoFoot, des fois on a eu Mediapart et tout, de prendre ce temps justement d'aller voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais des deux côtés. Parce que souvent, on lit dans les médias, c'est quoi? C'est les trucs que balance Boutonnet ou JPDH ou certains trucs. Et finalement, moi, comme je dis, je veux bien te croire, hein, que effectivement, c'est dur de trouver des interlocuteurs. Moi, à chaque fois que vous avez fait des débats, etc., j'appelle toujours une personne à RMC. À chaque fois, je me suis fait baser. Un jour, je suis tombé sur quelqu'un, il me dit, non, non, tu passeras pas. Moi, je suis même pas au courant de ce que tu dis, là, tu vois. Il y a les derniers débats, à chaque fois, j'ai toujours appelé. Et donc, en fait, j'appelle et je demande, voilà, moi, je suis un tel, alors on n'est plus une association, mais je suis le porte-parole de l'ex-association Liberté pour les abonnés. Et quelqu'un RMC t'a dit, on ne se parle pas. Non, mais généralement, on me rappelle même pas. La seule fois où on m'a rappelé pour me demander, me poser des questions, c'est, vous allez en direct et tu auras des hooligans. Je dis, mais si tu me parles à moi, mais j'en sais rien, moi, de ce que tu me dis. T'appelles au standard et le mec te dit non, monsieur, je comprends pas ça. Mais non, pas au standard, c'est impossible, je passe pas pour le standard, je sais très bien. Écoute, si un jour, ça sert à rien de déblatérer sur l'antenne, mais si tu veux que je t'explique et que je te montre tout, il n'y a pas de souci. Entre les SMS et tout, alors c'est facile de te montrer. Mais justement, moi, avec plaisir, parce que je veux dire, si chez nous, il n'y a pas de ça, jamais personne ne peut pas passer à l'antenne. Surtout que tu appelles, tu tombes sur un standardiste qui ne peut pas prendre cette décision-là, tu vois. Pas par un standardiste. Pas par un standardiste. Dès que je sais qu'il y a des sujets, je passe par quelqu'un, j'informe que je suis disponible, etc. De la même manière que souvent, on nous fait beaucoup de reproches. On nous dit, ah oui, mais vous n'êtes pas prêt à accepter certaines contraintes. Vous n'avez rien à proposer. Vous n'êtes pas prêt à être encadré. Et au final, là, moi, ce que je vois, c'est qu'on n'est plus il y a 4 ans. C'est fini, ça. À chaque fois qu'il y a eu cette possibilité, les gens sont là. Et au final, regardez ce qui est accepté, par exemple, quand on accepte qu'on rentre
et quand la police commence à discuter et qu'il y a un cadre qui se fait. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs déplacements. Et après, il y a des déplacements où là, c'est simple. On nous dit non, vous rentrez pas quoi qu'il arrive. Place ou pas place, vous rentrez pas. C'est comme ça que ça se passe. Et là, le meilleur exemple, c'est Monaco. Ça 100 mecs qui ont des places, qui se font bloquer, qui sont ultra pour la plupart. Est-ce qu'il y a eu un incident? Non. Mais ils sont juste restés devant, ils ont demandé des explications, ils les ont jamais eu. Je te garantis, ils les ont jamais eu. D'ailleurs, il y avait eu l'affaire aussi d'ailleurs, Daniel t'en avait parlé. Je sais pas après, bon, si vous êtes toujours au courant dans les grands médias ou même chez vous à RMC, mais pour le coup, les deux bus qui avaient été bloqués à Toulouse, je me rappelle, ça avait interpellé beaucoup de gens. Mais après, c'est pareil, ça on n'a jamais, nous, par exemple avec James, je peux le dire, on y était nous à Toulouse, à ce match-là, on y était passé, et il y a 2 quarts de supporters qui avaient été bloqués, on n'a jamais su vraiment la raison. Ménal, ça fait quelque chose en direct matin dessus, hein, je me souviens. Pour être tout à fait honnête sur cette histoire-là, ça avait un peu gueulé parce que c'était vraiment de n'importe quoi. Voilà, après c'est ciblé, c'est ciblé, c'est pas tout le temps qu'on relaie. Par exemple là, un petit peu cette histoire qui s'est passée à Monaco. Bon, j'ai plus moi l'impression. Après, peut-être que Daniel il a raison, peut-être que je suis devenu trop paranoïaque. Hein, c'est peut-être l'âge aussi, à un moment donné. Non, mais moi, je vous avoue que ça, après, moi, j'avoue, je suis un peu en dehors. Moi, ça, ce que vous me racontez là, ces choses-là, quand je suis alerté, il m'est même arrivé de dire, ça me paraît bizarre qu'on puisse pas aller dans une ville avec une écharpe. Je trouve ça aberrant. Mais comme j'ai pas les justifications et comme tout simplement je ne m'y intéresse plus, quoi, je m'y suis intéressé, je m'y intéresse plus, je sais pas quoi en dire. Donc là, pour ça, je sais pas quoi vous répondre, moi, à ça. Moi, ça, j'ai pas de réponse à ça. Je sais pas pourquoi le club fait ça. Je sais même pas, en fait, si c'est le club ou si c'est les pouvoirs publics qui décident véritablement de ce genre de mesures de sécurité, de cette tolérance zéro en dehors, de cette tolérance zéro en dehors des stades. Je sais même pas si la direction du club, ils sont tout le temps au courant de ce genre de choses-là. Tu vois, là-dessus, j'ai aucune réponse. Moi, je sais pas quoi vous répondre à ça. Mais justement, Daniel, juste une dernière question, Daniel, par rapport au Parc des Princes, parce que je t'écoute souvent sur RMC, et donc je t'ai entendu souvent défendre la liberté d'expression, de sortir des banderoles, etc. Au Parc des Princes, peut-être ailleurs, mais surtout au Parc des Princes, que ce soit pour les supporters à domicile comme ceux qui viennent en parkage extérieur. De plus en plus, ils viennent pas à cause du tarif aussi des places, mais il y a aussi, parce qu'on n'a plus le droit de venir avec des banderoles, des mégaphones, des tambours. Ça te choque pas ça, parce que je vois pas où tu peux être potentiellement dangereux en emmenant un mégaphone ou un tambour, quoi. Moi, c'est la question que je me pose. Mais évidemment, mais ça, présent au parc, quoi, de remettre de l'ambiance comme ça. On leur donne pas les moyens. Ça, il faudrait, suite à, je sais pas, faut regarder comme les Allemands, ils ont le droit à ça, mais tu vois, ils sont arrivés après les concertations. En revanche, les banderoles, ils en font pas, tu vois, par exemple, les Allemands. C'est vrai que ça faisait partie de la culture ultra, et aujourd'hui, on a bien le sentiment qu'il y a plus qu'en Italie que ça se fait, quoi. Ailleurs, t'en vois pas, quoi. Ailleurs, t'en vois pas, mais tu sais, le problème, c'est que regarde les absurdités dans lesquelles on est tombé en Italie, hein. C'est qu'aujourd'hui, dans le climat, faut voir aussi que tout ça intervient dans un climat social bien particulier où la moindre expression, tu parles de liberté d'expression dans un stade, mais pour les pouvoirs publics, j'ai envie de te dire que c'est le cadet de leurs soucis quand tu vois ce qui se passe en dehors, quoi. Regarde en Italie, la bien-pensance qui a poussé à ce que on ne puisse plus, alors évidemment les insultes sur les banderoles c'était fini, mais même le chambrage c'est plus possible. Ça veut dire que tu ne peux plus faire une allusion à l'origine géographique du mec. En gros, c'est, pour faire simple, c'était l'esprit de clocher qui était plus autorisé, quoi. Alors que ça faisait partie de la culture ultra, que le mec du Nord se fout de la gueule du mec du Sud ou ce genre de choses-là. Mais c'est même pas le stade, c'est même pas le club qui empêchait ça. C'est la société dans son ensemble, quoi, qui empêchait qu'on fasse, qui aujourd'hui empêcherait qu'on le fasse. Tu vois, c'est comme tu dis, je sais plus, sors-moi n'importe quelle banderole, et ben on va te dire, ah ben non, c'est une atteinte à machin, c'est ceci ou c'est cela, quoi. Tu vois bien qu'aujourd'hui, même un comique, il peut plus faire la moitié d'une vanne sans qu'il y ait une atteinte à quoi que ce soit et qu'il y ait une assoce qui sort. Moi, à l'antenne, j'ai dit un jour que Barton, il fallait arrêter de l'emmerder là quand il a fait sa vanne sur Thiago Silva. Bah boum, le CSA nous a mis en demeure, parce que le Paris Foot Gay avait porté plainte. Donc tu vois, on est loin du foot, tu vois, pour ça. Tu vois, là, on est plus dans le foot, on n'est plus dans les histoires de banderoles de stade, on est dans un problème social beaucoup plus vaste sur la liberté d'expression.
Moi, je sais plus quoi. Mais moi, j'ai Bientôt, on plus dira l'impression plus. que toi, les tribunes, parce que souvent, on s'est un peu enfoncé, moi le premier offensé à t'entendre quand tu parlais de tribunes, mais j'ai l'impression que, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu es un peu loin de tout ça maintenant, et toi, c'est plus le terrain qui t'intéresse que les tribunes. Finalement, ça t'intéresse. Mais parce que je sais plus quoi dire, je sais plus comment m'y intéresser, je sais plus ce qui pourrait m'intéresser là-dedans. Évidemment, tout le monde aime quand il y a du bruit dans un stade et tout ça. Mais qu'est-ce que je peux encore en dire aujourd'hui? Tu parles, attends, excuse-moi Xavier, tu parles de bruit dans un stade parce qu'on a David. On poussera un petit peu l'émission, t'inquiète pas David. Ce soir, c'est open bar. Allez, moi, je peux pas rester longtemps au bar parce qu'il faut que je regarde les matchs, moi. Voilà, c'est la dernière question parce qu'on a David qui est leader du Saturday FC, hein, le club de Nancy. Donc il va y avoir ce Nancy-Metz. Il y a eu des incidents à l'aller, donc il y a un huis clos. Est-ce que toi, une petite question, est-ce que tu trouves ça normal, toi, qu'on fasse un huis clos pour que quelques incidents au match aller, qu'on punisse un petit peu tout le peuple ancien et ça d'un derby pour quelques énervés? Allez, soyons. Ben ouais, mais c'est toujours la même histoire. C'est toujours, mais oui, mais comme il y en a une minorité qui a fait ça, il faut pas qu'on paye tous. Et ouais, mais le problème, c'est que ça a été ça pendant tout le temps. Ça a été ça. Tu sais jamais quoi faire. Tu sais jamais quoi faire. Quand t'es trop radical, t'es trop radical. Quand tu laisses faire, ça déborde. De la même façon, dehors, combien de fois j'ai vu des familles qui avaient rien à faire là-dedans et qui se sont retrouvées emmerdées ou qui étaient obligées d'entendre des insultes, des bâtons, des trucs. Évidemment qu'un huis clos, c'est relou, mais moi, je veux bien débattre de ça pendant 1000 ans, mais c'est quoi les solutions? Les solutions, c'est ça, c'est pouvoir publier. Mais non, mais arrête avec ça, arrête avec les vrais responsables. Quand on arrête deux, la semaine d'après, c'est d'autres nouveaux responsables, et puis chacun se cache derrière la police. Ouais, pourquoi vous arrêtez pas un tel? Les clubs et les pouvoirs publics, ils ont trouvé une solution qui est beaucoup plus simple et qui nous fait tous chier. C'est, ah ouais? C'est plus personne. Le mec qui veut acheter sa place, il vient. Et puis on change la sociologie du stade. Il y a du monde, il n'y a pas de monde, c'est pas grave. Voilà. C'est la solution de facilité, tout simplement. Mais oui, mais bien sûr. Mais au nom de quoi? Mais au nom de quoi après tous les débordements qu'il y a eu pendant des années? Moi, je comprendrais le mec qui dit mais attends, pourquoi l'argent de mes impôts, il doit être mis dans des policiers, des quarts de flics qui vont venir surveiller un match de foot? Putain, c'est un match de foot, c'est un déplacement et il faut que ça coûte de l'argent aux contribuables par le biais d'installation, de barrages, de sécu, de machin, de ceci, de cela. Ah bon? Et pourquoi une manifestation sportive doit coûter autant d'argent et doit mobiliser autant d'hommes? Moi, je peux comprendre ceux qui disent ça. Qu'est-ce que tu veux leur répondre? Aujourd'hui, Daniel, il y a encore plus de monde mobilisé. Non, pour moi, Daniel, la solution, elle est peut-être d'expliquer aux gens quel est le rôle du mouvement ultra, quel est son rôle social, quel peut être son rôle syndical. Les gens, ils s'en branlent mais qu'est-ce qu'ils s'en branlent, les gens, du rôle social du mouvement ultra? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Ils s'en branlent pas, Daniel. Ils s'en branlent pas. Dès qu'un groupe ultra à Bordeaux ou à Lens récolte des fonds, comme à Libourne, on en parlait d'Italie tout à l'heure, récolte des défibrillateurs pour les clubs amateurs de la région, c'est quand même des gestes qui sont beaux. Ouais, je veux dire, on peut leur expliquer. On peut leur expliquer l'importance du mouvement, du rôle social, du rôle syndical qu'ont les ultras. Alors après, moi, je suis pessimiste, mais je suis comme toi, je suis assez pessimiste sur le sujet. D'où renouer un petit peu le dialogue. Va dans une assoce, va à la Croix-Rouge, si tu veux faire ce genre de truc, le mec, il va te dire. Il va dire pourquoi tu passes par le sport et par le foot pour faire ça? Il va te dire, va en mission en Afrique, ou va... non, mais je veux dire, Daniel, dès qu'à Libourne, est-ce que c'est le rôle des ultras d'aller acheter des défibrillateurs? Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Pourquoi pas? Pour des clubs de football amateurs, Daniel, ils font ça pour le football. Ils font ça pour le football, c'est pour des clubs de foot amateurs. S'il n'y a pas de cul dans le foot amateur, franchement, pourquoi pas? Après tout, tu vas pas reprocher aux gens d'avoir un esprit de générosité et de solidarité. Et bien sûr, mais l'esprit citoyen, normalement, tu l'as partout. C'est une association. Les ultras sont en association la plupart du temps. C'est une association de 1901, donc elle est censée être imprégnée de cet esprit-là de toute manière. C'est entre notre tradition française. On n'est pas que là à boire de la bière et à se foutre sur la gueule, même si on peut aimer ça aussi. Dans certaines circonstances, c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Moi, ce que j'ai retenu, c'est ce que disait Daniel tout à l'heure, et c'est ce on va le libérer après. C'est tu as dit tout à l'heure que le mouvement ultra, de toute façon, il était en train petit à petit de s'éteindre en France. Mais c'est fini mais pas qu'en France. Ça existe plus. C'est fini en Espagne, c'est fini en Angleterre. En Allemagne, il est complètement différent aujourd'hui. On peut même pas parler d'ultra. C'est l'effet Euro 2016, quoi.
Il est en fort. Où est-ce qu'il est? Attends, mais excusez-moi, mais où est-ce qu'il est fort, le mouvement ultra? En Italie, on est d'accord. En Italie, c'est l'endroit où il est fort. L'affluence dans les stades baisse. Les emmerdes autour des stades, il y en a tout le temps. Des incidents, il n'y a que ça. De l'embrouille, il y a tout le temps ça. En Italie, c'est une catastrophe ce qui se passe dans les stades. Il y a aussi de beaux tifos, il y a aussi de belles ambiances, il y a aussi... D'accord, mais il y a des beaux tifos, mais est-ce que pour un beau tifo, il faut accepter qu'en dehors, il y a tous les problèmes? Il y a peut-être un juste milieu. Le problème, c'est qu'on n'a jamais... Mais oui, mais ça n'a jamais existé. Le juste milieu n'a jamais existé. Parce que par essence, ça va être le mot de la fin, et après vous en penserez ce que vous voulez, mais par essence, ne nous voilons pas la face, le mouvement ultra, il est violent. Vous savez que je vous explique pourquoi? Tous les mots qui ont attrait au mouvement ultra sont violents. Et ils rappellent l'armée, le mot COP, le nombre de fois où il y a le mot army, le nombre de fois où il y a des références à la violence, que ce soit les images d'Orange Mécanique, que ce soit par exemple les droguis dans les tribunes à la Juve, que ce soit les trucs de Corp à la Lazio, à la Roma, sans parler des messages politiques, la plupart du temps extrême droite dans beaucoup de stades et extrême gauche par exemple à Livourne. Même Che Guevara qu'on voit dans certains stades, ça se réfère quand même à une forme de violence. J'ai reçu, ne serait-ce que sur les Twitter qui annonçaient ma venue dans votre émission, beaucoup de gens étaient contents et je les remercie vraiment, c'est génial. Ouais, on est content, tu vas venir et tout. Mais les images, les photos, elles représentaient quand même quelque chose qui était lié de près ou de loin à un phénomène violent. Donc, il faut pas se cacher. Daniel, le sport, il est comme ça. Le sport, il est comme ça. C'est une confrontation. C'est une confrontation. Je sais pas si le confrontation. C'est des équipes. Les mecs, ils se mettent. Le foot, le foot, oui. Non, pas le sport. Le foot, c'est comme ça. Parce que le foot, dans son histoire, c'est un phénomène social. Il y a quelque chose qui est lié aux problèmes sociaux. C'est comme ça qu'a été né le mouvement hooligan. Le foot est quelque chose de très particulier. C'est pas un sport comme les autres. C'est pas un sport comme les autres. Il a servi. Donc la confrontation, elle est aussi sur le terrain, elle est entre les équipes, elle est entre les groupes. À un moment, le mouvement ultra, il est le reflet de ça. Donc à un moment, interdisez le foot, quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'à un moment, on peut comprendre que des autorités ou des pouvoirs publics ou des clubs se sont dit, on va tourner la page de ça? Et on va dire que le mec qui veut venir au stade, il chante s'il a envie de chanter, et sinon... Attends, je suis pas en train de vous dire que je défends. Moi, je cherche à comprendre l'évolution des choses. Et le mec, il se dit, écoutez, c'est un spectacle. Le mec, il vient, il veut chanter. S'il veut pas, il veut pas. Est-ce que les mecs, à un moment, peuvent se dire, on va tourner la page avec ça, avec cette période-là? Je vous dis pas que c'est bien. Mais est-ce qu'on peut renoncer à nos libertés? La logique, elle est là. La logique, elle est là. Tout le système législatif qui a été adopté, il est là. Voilà. Donc oui, effectivement, on est en train de tuer le mouvement ultra. Oui, c'est clair. L'évolution du l'ensemble et les lois visent à éteindre ça. Oui, ça c'est clair. On est d'accord sur l'analyse. Enfin, sur le constat. Après l'analyse et ce qu'on peut en penser, c'est autre chose. Ouais, de toute façon. Mais moi, je dis pas ce que j'en pense vraiment. Je cherche à comprendre et je me dis qu'en plus, c'est vrai, je vous avoue, avec l'âge, tu te détournes de ces problématiques-là. Je me sens vachement moins concerné. Il y a 10 ans, c'est vrai que je me souviens, tu sais, les discours évoluent dans la vie, tu vois les choses différemment. Je me souviens avoir défendu les ultras sur des plateaux de télé, en parlant, pratiquement en utilisant les mêmes arguments que vous ce soir. Après, je sais pas, je vais pas vous expliquer comment on change dans la vie, comment on évolue. J'avais des pères de famille que je connaissais pas de pères de famille, j'en connais aujourd'hui qui sont contents d'aller au stade avec les mômes, qui ont plus le même besoin qu'ils avaient avant par rapport à ce qu'ils recherchaient dans le stade, dans ces liens de camaraderie, cette amitié virile et forte de ce que tu disais, Stan, de la bière, et tiens, je vais mettre le nez à la fenêtre du bar et si ça castagne, je vais regarder ça de loin et ça va me faire marrer. Et ça fait une histoire à raconter. On l'a tous fait, ça, on l'a tous fait. J'ai raconté 1000 fois, je les ai vus, les PSG Arsenal avec les mecs bref, ne parlons pas de tout ça, quoi. En plus, j'avais fait un papier là-dessus sur mon blog, sujet avec quelques souvenirs. Je peux comprendre qu'à un moment, les choses, les types se sont dit, ok, on se tourne la page, on arrête avec ça, c'est fini, mouvement ultra, on n'en parle plus, au revoir tout le monde. Ce sera un petit peu voilà le mot de la fin. Nous, ce qu'on espère aussi, c'est qu'on ait pu faire le tour. C'est difficile parce que voilà, on pourrait y rester toute la nuit dessus. Et d'ailleurs, moi je me demande, Stan, s'il y avait la possibilité de concertation comme elles ont lieu en Allemagne avec les fan project, et où en gros on va dire aux mecs, limite tu viens, tu chantes, machin, l'extérieur, tout est organisé de cette façon-là et tout. Et il faut voir si le mouvement ultra était accepté ça comme les Allemands l'ont accepté.
Parce que les Allemands, dans les années 90, il y avait vraiment un problème. Hein. Eux, ils ont accepté quelque chose que pas forcément les ultras sont prêts à accepter. En tout cas, en Italie, ils ont pas. C'est plus ou moins annoncé dans dans ce qu'a rendu le groupe de foot durable. Ils préconisent ça, en tout cas. Et donc, l'Assemblée nationale avait déjà donné avant l'été, c'est à peu près. Mais tu sais, peut-être que ça peut venir. Vous savez, peut-être que ça peut venir d'un club, à mon avis, pas le PSG, parce que qui a stigmatisé trop de problèmes, qui a cristallisé trop de problématiques. Mais ça peut venir d'un autre stade où, par le biais du business, parce que c'est souvent par là que ça vient, le président du club en question, je ne sais pas lequel, se dira moi j'ai vraiment besoin d'une ambiance et que mon stade se remplisse, parce que si les mecs viennent plus c'est vide, alors qu'au PSG le stade est plein, ça vient tout le temps, donc les mecs s'en foutent. Mais ça pourrait venir par exemple d'un club qui a besoin, j'en sais rien, par exemple Nice, et qui acceptent et qui disent regardez, nous, le genre de charte qu'on a signé, on est comme les Allemands, on a fait ci, on a fait ça, et que ça fasse un peu effet boule de neige, et que dans d'autres stades, et d'un coup le PSG se retrouve un petit peu seul comme un con, avec une ambiance inférieure à ce qui pourrait se voir à Lyon, à Nice ou ailleurs, et se disent peut-être que nous on va le faire aussi. Et ils organiseraient peut-être quelque chose. Mais est-ce que ce serait pas trop organisé par rapport à ce qui est l'essence du mouvement ultra? Je sais pas. Mais je pense que si ça doit venir, ça viendra pas du PSG. Déjà, il faudrait qu'ils arrêtent de faire des réunions entre eux, qu'ils invitent les principaux intervenants. Mais moi, je pense que ça viendra pas du PSG, ça viendra d'un autre club, d'un autre stade. Ça viendra de là, quoi. Et puis peut-être que, parce que moi, je crois savoir qu'au PSG, ils aimeraient bien qu'il y ait grosse ambiance, stade en feu et tout. Hein. Sauf qu'ils savent pas comment faire, quoi. Ils savent pas par quoi s'y prendre. Mais moi, je sais que les Qataris, ça les botte, hein, les Qataris. Qu'ils appellent James et il leur expliquera comment on peut faire. Les amis, on va. J'ai le temps de vous raconter une anecdote ou pas? Vas-y, ce sera le mot de la fin. Il y a quelques années, je crois que quand ils sont arrivés, quand les Qataris sont arrivés, un des premiers PSG-OM, Al Jazeera m'invite, pas ici en France, Al Jazeera pour la diffusion là-bas, quoi. Et pour parler de mon livre PSG-OM. Ils voulaient savoir un peu la rivalité, machin, cela, tout ça. L'émission dure 20 minutes, et les mecs, ils ne m'ont parlé que des bâtons, que de la violence qu'il pouvait y avoir. Alors que moi, mon livre, il parle surtout de comment ça a été fabriqué, tapis, canal, machin. Et les mecs, ah ouais, mais ça va être chaud, ça va friter. Les types, ils étaient super excités par ça. Ils étaient super excités, ils voulaient limite des bastons dans la rue, ils avaient envie, tu vois, on sentait que ça allait, ah ouais, putain, c'est vraiment chaud, comment ça se passe et tout, dans les rues, tu peux te sortir, j'étais sur le cul, je dis, putain, mais pourquoi ils veulent qu'on parle de ça, mais... C'est un petit peu, c'est ce côté-là qui explique les gens, c'est la vérité, c'est pour ça que dans le monde ultra, on parlait surtout en négatif, ça intéresse plus ça, que comme il disait, faire des quêtes ou trouver des fibrillateurs, tout ça, tu vois. Je pense que les gens, malheureusement, la violence, on pointe du doigt la violence, mais souvent les gens, ça les excite à la télé. C'est comme ceux qui n'aiment pas la télé-réalité, mais qui sont le nez dessus. Exactement, je suis absolument d'accord avec toi. Tu as raison. Un jour d'accord avec Daniel Riolo. Ah oui, tout peut arriver dans cette émission. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne continuation à ton émission. Ça me à bientôt. Merci. Bonne soirée. Ciao. Merci. Au revoir. Ciao à tous. Ciao. Merci, merci à Daniel, merci James, merci. J'espère qu'on a pu tous bien débattre. C'est important qu'on le fasse. Merci d'être toujours dans cette lutte et à nos côtés. Merci James. Et puis joyeux anniversaire. Ah, c'est gentil. Joyeux anniversaire. On va dire ça. Joyeux anniversaire. D'ailleurs, James, il y a Christopher qui t'embrasse. Je t'ai pas fait le message. Ah, il y en a plein qui l'embrassent, et pas que des Christopher, j'imagine. Merci James et à bientôt, amigo. Allez, à bientôt. Bonne soirée, merci. Merci. Nicolas, par contre, il va rester un petit peu avec nous parce qu'il donnera aussi un petit peu son avis par rapport à quand on parlera du derby Nancy-Metz. Bien sûr, parce qu'avec nous, on enchaîne tout de suite. Nous avons David, leader. Ça va arrêter extrêmement longtemps. Par contre, je suis désolé, mais je suis un peu comme mon collègue. Bon, tu reviendras, Nico, de toute façon. Au pire, voilà. Je suis désolé, mais c'est un beau débat et puis encore un très bon anniversaire à vous. Voilà. Merci. T'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. On va refaire ça. Ok, avec plaisir. Une très bonne soirée à vous. Merci, Nico. Ciao. Merci, Nicolas. Au revoir. Ciao.
Voilà. On va rester juste avec David. On va pousser David l'émission. Hein. Je suis désolé. C'est vrai que voilà, c'est exceptionnel. Hein, c'est un petit peu voilà l'émission des 3 ans. Donc en plus Daniel, il aime bien parler. On l'a vu ce soir. James adore parler. Enfin, je t'en parle même pas de Xavier. Bonsoir. Il s'est retenu. Ouais, il s'est retenu en plus. Bonsoir David et merci d'accepter l'invitation. Bonsoir à tous, merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir de participer à votre émission qui est très importante, je pense, au niveau de ce qu'on vit tous les week-ends, notre passion de la tribune et notre vie en dehors de notre vie de famille, quoi. Et je rassure tout de suite, on me reproche d'avoir dit énergumène tout à l'heure. J'en suis un aussi de temps en temps. Je l'ai été plus maintenant parce que Bobonne serait pas contente. Donc rassurez-vous les amis. J'ai encore dit un mot qu'il fallait pas dire, Bobonne. Ah ouais, merde. Putain. Passons. On a reçu la semaine dernière nos amis Messa. Cette semaine, il fallait bien recevoir nos amis nancéens. Comme je le disais aussi un petit peu, un groupe discret, mais très actif, très influent dans le club. On va s'intéresser à toi. Donne-nous un petit peu ton petit parcours de supporter. Comment es-tu devenu un amoureux de l'AS Nancy-Lorraine? J'ai 32 ans, j'ai été au Stade Marcel Picot au début des années 90, au milieu des à 92-93, à l'époque de l'ancien Stade Picot, ça sentait le foot, le vrai football comme on l'aime dans un stade à l'ancienne, loin des stades modernes. Donc moi j'ai appris un peu le football dans ce stade et dans ces ambiances, quoi, à l'époque des UN 92 et puis des Snipers 95 basket. Et comment es-tu arrivé dans l'association Saturday? Je suis arrivé au sein du Saturday FC donc en 2009. Parce que le Saturday FC c'est un groupe quand même qui est assez à part, je vais dire, parce que il est né de la fusion entre les deux groupes ultra qui étaient actifs à l'époque, l'Active Nancy et la section Nord-Est. À un moment donné, on s'est posé autour d'une table et puis on s'est regardé. On a dit ce qu'on faisait, c'était pas trop top chacun de notre côté. Donc on a décidé de revenir un peu ensemble en tribune avec un nouveau nom de groupe. Donc on a fait table rase du passé. Et dans ce beau projet du Saturday FC, il y a des anciens snipers qui nous ont joints et quelques jeunes 92. Donc c'est pour ça qu'on est un groupe. On va dire un groupe jeune quand même, on va sur notre 5e année, avec un peu d'expérience justement par rapport à tous les anciens qui sont venus, et nous avec notre passé au sein de la tribune. Et vous êtes à peu près combien de membres actuellement? Actuellement, là, la Ligue 2 nous a fait pas trop de mal, on va dire. On est un peu plus de 200 quartiers. Et les soirs de match, on arrive à monter à un petit code de 300, 350, ça dépend de l'affiche, c'est toujours pareil, de sympathisants et de supporters qui nous rejoignent, parce que Saturday FC aussi, on a essayé de faire ça sous un thème tribune populaire qui est assez ouvert à tout le monde, chose qu'on ne faisait pas à l'époque dans les groupes qui étaient présents à Picot. Donc là-dessus, on a travaillé là-dessus et ça est en train de prendre tout doucement forme. Après, on n'est pas non plus dans une ville excessivement grande. Donc c'est sûr que 200 quartiers, plus de 200 quartiers en Ligue 2, on a vu parce qu'on commence à on reconnaît la division de la Ligue 2 maintenant. Et c'est vrai que c'est hyper difficile quand on voit dans certaines villes certains groupes, donc on se dit qu'on est heureux quand même de ce qu'on est en train de faire, quoi. Même si la Ligue 1 nous manque énormément, quoi. Et vous faites partie de ce site 2, David? Ouais, quand on était en Ligue 1, faut pas se voiler la face, c'est vrai, quand on est en Ligue 1, on s'y intéresse. On a participé à quelques actions par rapport aux horaires de match, par rapport aux jours de match. Mais c'est vrai que là, depuis qu'on est en Ligue 2, ça coulait de source. Il fallait qu'on fasse partie intégrante de ce collectif.
Parce que on est ultra, on a des revendications. Jouer le vendredi soir à 20h à domicile, ça peut peut-être aller, mais une fois que c'est à l'extérieur, on n'a pas des RTT, des congés payés sur plusieurs mois, donc c'est hyper compliqué de s'organiser. Après, le collectif SES 2, c'est sûr que c'est petit, on essaye de s'en sortir. Malheureusement, le discours, avec la Ligue, le discours est complètement rompu. On est dans un cul-de-sac, on s'en sort pas, ils nous répondent pas à nos courriers. C'est pour ça que d'ailleurs on s'est mis avec quelques groupes français, les Lensois, les Limois et puis les gars d'Orléans, je crois. On a attaqué la Ligue donc au tribunal au nom des associations pour essayer de faire bouger les choses et essayer déjà de faire recevoir la Ligue pour pouvoir discuter, pour montrer qu'on sait parler déjà. Et puis qu'on a ce qu'on veut dire, c'est peut-être pas forcément bête, quoi. Et quelles sont vos relations avec le club? Ça dépend à quelle moment de la saison, ça dépend avec quelle personne du club. En milieu de saison, on va dire. Au milieu de saison l'année dernière, c'était pas trop du chose. C'était pas là, quoi. On a eu quelques problèmes déjà avec les joueurs, hein, forcément. Tout le monde se souvient de notre super passage dans les vestiaires à la fin d'un match à Marcel Picot. Avec les joueurs, c'était compliqué, puisque maintenant ils sont tous partis, tous ceux qui avaient un peu le melon, quoi, qui se la jouaient un petit peu, Maintenant, là, les relations avec les joueurs après le derby, on a eu à Metz après notre défaite, on n'était pas forcément satisfait, on a réussi à se rencontrer, à se poser autour d'une table et à discuter. Et on est tombé d'accord en accord qu'on allait les pousser. Après, tout ce qui est dirigeant, avec le vice-président, c'est assez compliqué. Il a une façon de penser qui n'est pas forcément comme la nôtre. Le président, on le voit rarement. Le président, pour le voir, faut excuser mon expression, mais tout bourrer les vestiaires pour qu'il vienne nous parler. Et par contre, attention, on a la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais on a un responsable de la sécurité qui est ouvert au dialogue. C'est quand j'entendais tout à l'heure Daniel Rieu dire qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément ouvertes au dialogue. Chez nous, on en a un. Ouais. Bon, il se fait taper sur les doigts par la Ligue, par les dirigeants du club, forcément. On travaille avec lui, c'est appréciable. Après, on connaît la règle du jeu, il connaît la nôtre aussi. On sait qu'un jour, il nous la mettra quand même. Nous, on lui met quand même un petit peu de temps à autre. Mais ça reste raisonnable. Après, en particulier, oui, ça se passe plutôt bien. Une fois qu'on arrive à discuter avec les dirigeants, c'est toujours pareil. Il faut réussir à nourrir ce dialogue. Et comment vous avez géré les incidents de l'année dernière? Parce que c'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir Nancy comme ça, tout d'un coup médiatisé par rapport à ces incidents-là, et donc par rapport aux mauvais résultats du club. Comment le groupe a réussi à gérer derrière ça? Alors, on n'a pas eu besoin forcément de gérer énormément, parce qu'il y a beaucoup de supporters lambda de tout Picot, je ne vais pas dire qui s'est rangé à notre cause, mais qui voulaient agir aussi. Nous, on y a peut-être été un peu excessif. Après cette soirée du vestiaire à Picot, c'est un engrenage de choses qui se passent et qui se présentent, qu'on finit dans les vestiaires, alors que là-bas, c'était pas forcément fini dans les vestiaires. Mais le public a suivi. Après, on s'est fait taper dessus par quelques autres supporters, mais qui voulaient soi-disant nous virer du stade, complètement nous disfoutre parce que c'était honteux ce qu'on avait fait. Après, certains nous ont donné raison, certains nous ont donné tort. Après, je pense qu'on a réussi à communiquer aussi. Et la deuxième partie de saison, on va dire aussi avec le changement d'entraîneur, a énormément aidé puisqu'on a réussi à pousser l'équipe malgré qu'on n'ait pas réussi à s'implanter. Et ça a complètement changé la donne. Les gens l'ont vu et ils se sont dit qu'on n'avait peut-être pas forcément tort de ce qu'on avait fait ce soir du mois de novembre. Et puis maintenant, le public nous a pas donné raison, mais quasiment, quoi. Ouais. D'accord.
par rapport aux incidents qu'il y a eu à Metz, à Metz, des décisions qui sont prises radicalement, c'est-à-dire carrément à huis clos pour le derby. Toi, ta réaction, est-ce que tu te dis c'est disproportionné? Oula, tu l'as tenté là. Ouais, après 3-4 bières, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Mais moi justement, on articule, en effet. Je voulais demander à. C'est bien, c'est que tu entretiens ton image, tu vois. Non, ouais, je voulais dire, justement, par rapport à la sanction, le club a fait appel ou ils ont accepté la sanction et puis ils ont même. Non, là, ils ont fait appel, c'est passé en commission d'appel aujourd'hui. Normalement, on devrait avoir une réponse, on devrait avoir une réponse définitive demain. Demain, c'est parce que quoi. Non, mais il me semble que c'est le jeudi, la commission de discipline. À mon avis, ça va tomber demain soir ou un truc comme ça. C'est possible. Non, c'est de la commission d'appel, là. C'est de la commission d'appel. Il s'est passé ce matin à 9h30. Vous y croyez très peu, de toute façon. Non, on y croit. Il nous faut notre derby. Ouais. Donc, on soit le club a l'air d'être sur deux. Ça me fait un peu peur parce que quand les dirigeants sont sur deux à Nancy, ça fait souvent peur. Mais c'est vrai que là, ils sont sur deux. J'espère qu'ils ont raison. J'espère qu'on pourra avoir le derby. Après, le problème de cette sanction, ce qui m'embête un peu dans cette sanction, c'est que la Ligue, elle montre quand même du doigt les groupes ultras, les groupes de supporters. Parce que faut pas se voiler la face, on assume complètement ce qui s'est passé à Metz. On est parti en cacahuète, on est parti en vrille, mais bon, en même temps, ça faisait pas qu'on n'avait pas été sympa pour rien. Et en même temps, on avait promis depuis 3 semaines, 15 jours avant le derby, qu'on n'arriverait quasiment pas à bouger une oreille dans le partage visiteur. On leur a montré qu'il y avait une fenêtre ouverte et qu'on s'y rencontrait très rapidement, quoi. Donc après, j'avais participé au du derby. On a abordé ça depuis 7-8 ans, donc après la sanction est complètement disproportionnée, quoi. C'est surtout ça qui est embêtant, quoi. Ouais, parce que c'était pas non plus, il n'y a pas eu la guerre non plus. Non, jamais, on est les 3 pétards de lancer, les 3 ondes de drapeau, il n'y a rien eu non plus de rock'n'roll, quoi. Donc après, c'est vrai que se cacher derrière la police, ça va être facile, mais bon, il y avait pas de fouille. On est rentré dans un stade toujours d'un derby sans fouille en tribune. C'est limite on peut pas faire livrer un remorque derrière le carcage rempli de fumigène qui venait de Pologne et ça. Donc c'est clair que ça nous a tenté, on a joué, malheureusement il y a la sanction, on espère que ça va passer. Après un match à huis clos, pour un match à huis clos, la Ligue aurait dû faire comme elle le fait souvent, c'est prendre le match qui arrive, je pense, à la suite. Parce que nous interdire de derby, parce que la sanction du huis clos, à la limite, ils la mettent pour un match sans manquer de respect aux supporters de Istres, quoi. Voilà, quoi, c'est un peu moins grave, surtout que le club de la SNL, en ce moment, il connaît des difficultés financières. C'est vrai qu'une petite recette pour un derby, ça aurait été intéressant quand même, quoi. Mais moi, j'ai envie de te dire, ils s'en foutent un peu de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, ils appliquent une sanction. Puis à la limite, ils disent, même si ça vous fait chier, c'est encore mieux. Ça peut dire aussi, il y a eu des conneries de fête, et pour sanctionner, ça punit tout le monde, et puis, pour un match qui est attendu par tout le monde. Malheureusement, c'est malheureusement, c'est ça, mais l'interdire sur le derby, je pense que c'est abusé quand même, parce que on l'attend quand même, ce derby, et puis vous êtes en savoir qu'un derby, ça se prépare pas du jour au lendemain, quoi. Chez nous, on est à bloc, on a travaillé sur ce qu'il fallait travailler, la délégation, elle est finie depuis quelques semaines, on est un peu dans l'interrogatif, quoi. Et et après, il y a une organisation, on attend vraiment avec impatience, mais le club a l'air d'être sûr, donc sur deux, donc on espère pour une fois qu'ils vont pas nous mentir, quoi. Voilà, c'est un petit peu aussi ce qu'on voulait aussi dire à Daniel, hein, le mouvement ultra, le mouvement supporter, c'est pas juste faire du bruit ou machin, c'est faire des tifos, c'est préparer un derby, c'est une animation, c'est des trucs on va dire pour mettre de l'ambiance, hein, pour être ce fameux deuxième homme. C'est ça. Qui fait que les joueurs se transcendent et à un moment donné surtout plusieurs, ils nous doivent une belle revanche du derby à l'aller, donc forcément on aimerait bien la voir en direct, celle-là, donc et après
Après, le problème, c'est que tu vas se passer des trucs dans la rue si on rentre pas dans le stade. Donc, voilà, quoi, t'as écarté le problème dehors. Et je suis pas sûr que ça soit la bonne solution non plus, quoi. Après, bon, voilà, il faut pas forcément qu'il se passe quelque chose. Si déjà, ça va donner raison presque. voilà, si à un moment de lucidité, ils se disent bon, bah voilà, ça fait quand même, on va dire 7-8 ans qu'il n'y a pas eu le derby de l'Est. Hein, c'est quand même important. Pour une région, pour un club, voilà, hein, pour leurs supporters. Donc, faut pas non plus que ça dégénère, quoi. On va dire tout le monde. Dégénéré, mais bon, après, il y a des gars, voilà, ils vont dans le stade, quoi qu'il arrive, même si le stade, il est fermé, donc c'est sûr que... Voilà, après, voilà, il y a des trucs qui s'organisent en off, et puis ils peuvent s'en donner à cœur joie, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais c'est surtout la réaction de la police si on est en dehors du stade, voilà, quoi, parce qu'ils n'ont pas forcément non plus... On a des cons chez nous, on est très cons, mais il y en a aussi d'autre côté, du niveau de la police, et c'est clair que si on est dehors, on va partir en javel, c'est certitude, on en est quasiment persuadé, quoi, c'est clair. Ouais, après il y a aussi des provocations qui sont faites aussi pour que les choses dégénèrent aussi. On l'a vu pour le match Cannes-Montpellier, hein, où voilà, Sylvain devait intervenir, il devait passer. Sylvain, leader de la butte Payade, je l'ai vu tout à l'heure au téléphone. Bon là, il faut qu'il cherche des avocats et tout parce qu'il y a eu des blessés, dont lui-même il s'est pris un bon petit tir de flashball. Donc, une information vient de tomber, Stan, excuse-moi de te couper, c'est que 2 supporters montpelliérains ont pris 6 mois de prison ferme. Donc en plus, voilà, il y a tout ça pour rien du tout, hein, dans une bonne ambiance, ça démarre dans une bonne ambiance, et puis bien sûr... Et l'info, Bastien, c'est suite au match à Cannes ou c'est pour d'autres faits? Suite au match à Cannes. L'info, elle est tombée il y a 2 minutes. Donc 6 mois de prison ferme pour des jets de projectiles. Vous vous rendez compte, hein, 6 mois de prison ferme pour des jets de projectiles. Voilà ce qui s'est passé. Bon, de toute façon, ils ont Sylvain là, il pouvait pas passer. Ils cherchent les avocats. Voilà, il va falloir qu'ils s'organisent. Donc lui, on a rigolé parce que voilà, comme on parlait de mouvement ultra, bon nous aussi, ça nous dérange pas des fois quand ça chauffe aussi. Donc voilà, c'est un petit tatouage qu'il a. Hein, il est mignon comme tout. Hein. Il doit être sur la page Facebook. Allez faire un tour, vous le verrez. Hein, son tir de flashball. Il y en a un qui s'est pris quand même une grenade qui a pété pratiquement à côté. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Hein. Pareil, on a photo, témoignage à l'appui. On essaiera la semaine prochaine d'avoir Sylvain dans l'émission. Bon, il voulait venir faire un petit coucou pour les 3 ans. Il n'y a pas de souci, on comprend, donc je lui fais la bise et puis il reviendra nous expliquer tout ça. Mais bon, voilà, encore des faits divers où on va pointer du doigt le mouvement ultra alors que ce sont des CRS qui ont complètement disjoncté alors que ça se passait très bien, que ce soit du côté des stadiers ou du côté de la CIR, hein, pour une fois. Hein. Donc revenons à cette pétition. Vous avez mis la pétition en ligne. Combien de personnes ont signé cette pétition? Alors entre la version papier, parce qu'on a fait une version papier pour se rapprocher un peu du public le jour du match contre le Havre, on est quasiment un peu plus de 4000 signataires. C'est pas des masses, on aurait préféré être 2 fois plus. Malheureusement, on s'est un peu chauffé même avec des gens qui ont carrément rigolé au nez avec cette pétition, mais qui ne tentent rien à rien, quoi. Putain, je il y a une signature super importante en plus. Ah bon? Il y a moi. Ah, il y a moi aussi. C'est important aussi. Pas moi contre double, attention, hein, moi, c'est comme au Scrabble. Hein. Moi, des fois, merci d'avoir signé. Hein. Ah ouais, des fois mes lettres contre triple. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais... vu l'émission qu'on fait, si on signe pas ces pétitions-là, c'est qu'on est vraiment des guignols. Ouais, absolument. C'est pas évident. Merci de le rappeler. C'est important de le savoir. Pas des guignols, hein. Je dis que bon, faut quand même la signer pour pas faire croire qu'on est des guignols. Non, mais ça me paraît évident. C'est quelles que soient les pétitions comme ça pour il y a même pas une question de couleur ou d'équipe. Plus maintenant on est plus vraiment supporters, tu vois.
Et c'est normal de soutenir cette pétition parce que voilà, ça plaît à personne des matchs à huis clos. Voilà. Surtout un derby, hein, surtout voilà. Surtout le derby de la Lorraine, quoi. Voilà, c'est quand même important. Voilà, on le disait pour les supporters, pour une région, pour le club aussi. Hein, ça fait une rentrée d'argent, ça fait un mouvement, voilà, autour de la ville, autour du stade, où des quartiers vivent, hein, que ce soit des commerçants ou autres. C'est important. C'est tout ça. Il faut que ça perdure. On espère bien sûr qu'ils vont réfléchir et qu'ils vont. D'ailleurs, moi, je me demande il y a une question qui me venait à l'esprit tout à l'heure. Imaginons par exemple qu'à l'époque, ou même maintenant pour prendre un huis clos, c'est au Parc des Princes, et on peut pas dire qu'ils pourraient prendre ça. Mais pour un OM-PSG ou un PSG-OM, est-ce que ils auraient appliqué cette sanction-là, sachant tout ce qui gravite autour? Un dimanche soir à 21h sur Canal+, c'est maintenant. Ouais. Vas-y, passe au centre. Non, il y a une question qui me taraudait parce que ça serait vraiment surprenant. C'est vrai que ça serait. Oui, c'est vrai que c'est une question à poser, ouais. Mais je pense pas. Et sinon, Stan, comme je sais qu'on arrive à la fin de l'émission, et je sais qu'il y a beaucoup de Niçois qui nous écoutent, mais comme il y a Nice-Monaco en même temps, là, j'ai entendu beaucoup d'idées aussi, on va dire, sur la sanction qu'a pris Bossetti là, pour ses tatouages, la provocation. C'est quoi exactement est-ce qu'il y en a un de vous qui sait c'est quoi exactement qui a déplu dans les tatouages? Bonne question. Parce qu'on en entend certains qui disent que c'est les tatouages qu'il a de Jacques Médecin ou je sais plus de quel. Il y a une autre personne. Sincèrement, que ce soit même le tatouage. Mais moi, on parle pas du tatouage de la BSN, de la tête de mort, mais moi, je me demande si c'est pas plutôt ça qui a déplu. Parce que le fait d'enlever son t-shirt, de provoquer, c'est pour la première fois qu'on voit ça. Voilà, à un moment donné, qu'il montre un message de sa maman ou la tête de Jacques Médecin ou la tête de mort de la BSN, il fait ce qu'il veut, le mec aussi, quand même. Apparemment, il vit en France, dans une démocratie, où juste à prouve que tu sois coupable, tu peux faire ce que tu veux, quand même. Enfin, des limites quand même. Là, je vois pas ce qui. C'est une parenthèse. C'est vrai que ça fait partie aussi de lutter contre ce mouvement. Hein. Donc, voilà, il faut aussi mettre au pas, que ce soit les médias comme Canal. Ou que ce soit les joueurs, un petit peu leur mettre la pression pour qu'ils arrêtent de revendiquer leur appartenance ou leur lien ou d'amitié avec leurs supporters. C'est ce qui est le plus grave. Vous à Nancy, est-ce que vous êtes proche de vos joueurs et vos joueurs sont proches de vous? On apprend à les connaître. La Ligue 2 leur a fait dégonfler le melon pour ceux qui sont restés. C'est vrai qu'on arrive à échanger maintenant et c'est beaucoup plus sympa. Ils sont passés plusieurs fois nous voir, on a pu discuter, c'était sympa. On est loin d'avoir encore un joueur avec le tatouage qui sature de fou. Vous avez un sacré sport là, qui arrête pas de planter là devant. Là. Comment il s'appelle ce joueur? Comment? C'est un Haïtien, je crois, qui arrête pas de planter des buts. Jeffrey, 5 buts en 2 matchs. Il est en feu lui en ce moment. Là. Avec le nom c'est monsieur, il va nous faire remonter en Ligue 1. C'est soit qu'il était star de football avec le nom qu'il a ou star de la pop music, hein, Jeffrey. Donc tant mieux pour Nancy qui plante des buts. Au niveau répression, vous êtes victime de répression, comment ça se passe? On censure un petit peu, comment? On censure les messages, certains messages quand c'est écrit forcément LFP, Thierry S, on négocie. Quand les négociations elles n'arrivent pas, on les fait rentrer par un autre moyen. Après, on les fait pas non plus rentrer tous les week-ends parce que malheureusement, il y a justement notre directeur de sécurité qui a joué le jeu en début de saison quand on avait collé un boycott bin de 15 mètres sur 2 derrière les buts à la place de notre base. C'est vrai qu'ils ont pris 5 000 € d'amende et depuis là, on essaye de calmer un peu le jeu. Et les messages. Et niveau répression policière, à Nancy, il y a une règle qui s'est inventée, simplement, c'est 5 ans minimum. Par exemple, les mecs qui ont été dans le vestiaire, ils ont mangé chacun 5 ans d'interdiction de stade, dont 3-4 qui sont obligés d'aller pointer durant ces 5 ans. D'accord.
Pour des faits de violence, pour des faits... Pour l'histoire des vestiaires, le procureur qui a voulu faire un exemple. Ah ouais. Après, pour les fumigènes, quand il y en a qui sont attrapés, c'est un an d'interdiction de stade avec obligation de pointage. C'est vrai qu'on est... Voilà, à Nancy, on est bien servi niveau ITS quand même. Au niveau des messages, banderoles et tout, pareil, vous êtes un petit peu censuré ou vous arrivez quand même à faire ce que vous voulez? On fait ce qu'on veut, mais voilà, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que voilà, quoi, quand c'est écrit ligue, des choses comme ça, c'est LFP, c'est compliqué, mais on essaye de les faire rentrer, on essaye quand même de les faire rentrer. Après, on les fait pas rentrer non plus tous les week-ends, quoi. Et vous avez quand même des relations avec les RG, avec la CIR. Comment ça se passe? Il y a la CIR il n'y en a pas à Nancy. C'est une des dernières villes où il n'y a pas de CIR à Nancy. D'accord. À mon avis, la police à Nancy, elle n'a pas envie de faire des heures supplémentaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de CIR, je pense. Mais non, au niveau RG, je vais pas dire que ça se passe bien. Ça reste quand même la police. Mais c'est vrai que ceux de Nancy, ils sont pas dans la répression à 100%. Les CRF s'en occupent assez à Nancy. Les RG, ils sont plutôt là pour essayer de devancer le truc, même si on arrive à les rouiller dans la farine quelquefois. Mais c'est vrai que non, on a des relations, voilà, quoi. Ça reste relations, on va dire, professionnelles, entre guillemets, quoi. Bon, c'est bien s'ils arrivent à jouer le jeu. C'est tout à leur honneur. Chacun à sa place et la partie. C'est surtout quand on arrive à l'extérieur c'est un peu compliqué parce que on représente sans vouloir un peu ça jouer, mais voilà, on est Nancy, on est en Ligue 2. Il y a quand même une histoire, un passif avec certains faits. C'est vrai que la DLNH fait quelques papiers sur nous quand on arrive dans certaines villes. Et je comprends pourquoi les flics qui sont formatés lorsqu'on arrive, parce que les fous sont excessivement poussés, ils nous accueillent super mal. Par exemple, à Auxerre, en Coupe de France, où on s'est fait traiter de tous les noms parce qu'on était arrivé un peu plus tard qu'ils le souhaitaient. Et parce que justement, derrière, la DLNH, elle fait un travail aussi pour formater la police en disant par exemple, Comment? Tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est ce que je disais des fois, vu la façon de traiter et tout, comme on en entend parler, c'est que, à mon avis, ils sont pas formatés, mais on leur dit, voilà, ces gens-là, il faut les quadriller, c'est des gens potentiellement dangereux, comme on voit souvent dans les arrêtés qu'ils font pour les supporters parisiens, par exemple. Donc tout de suite, dans leur tête, faut rien laisser passer, et il y a une sévérité. Je pense que tu as tout à fait raison. Il y a tous ceux qui sont derrière pour leur dire, eux, faut pas leur faire de cadeaux. Voilà. C'est ça, ouais. Non, mais de toute façon, on arrive des fois à des extrêmes aussi. Voilà, oui, j'avais une petite question comme ça. Toi, ton meilleur souvenir, ton meilleur déplacement, ton moment où tu as eu, comment on dit, ce moment, cette adrénaline qui fait que on aime ça, quoi, être supporter, être ultra et tout le tralala. À Nancy, il y a eu un match contre Schalke 04 en Coupe de l'UEFA qui a été assez monstrueux. Et en déplacement, le déplacement en Écosse à Motherwell, ça avait été sympa. Et aussi le Parc des Princes, à l'époque, c'était pas mal aussi, quoi. C'est un moment inoubliable. Xavier aussi y était. Non, on en parlait. Ah non, c'est avec Metz. Non, je me trompe. Non. Oula. Ouais, non. C'est pas de problème. Non, parce que je pensais encore à ce derby. Metz-Nancy. Nancy. On les a mis, les cousins du Nord, faut pas s'inquiéter. On va être déçus, on va pas les voir là. Malheureusement, je pense qu'on les verra pas, même si le huis clos il disparaît. Je pense que c'est compliqué pour les voir. Et justement, en même temps, là, on casse un peu le derby. Mais il y a souvent des matchs. Comment? Il y a souvent des matchs qui me reviennent, tu vois, mais c'est vrai que PSG Nancy au parc, j'ai pas vraiment de souvenir de matchs qui me reviennent, quoi. C'est peut-être parce que c'est peut-être les périodes où Paris, il y avait pas des super matchs au parc, mais je me rappelle pas de Nancy qui vient éclater le PSG. Souvent, tu te rappelles. Nancy, il y a eu quelques petits matchs en Coupe de France, des trucs comme ça, et
Mais niveau ambiance, le Parc des Princes, c'est quand la tribune d'Auteuil, elle te reçoit un coup de paysan, c'est... Voilà, ça fait quand même un truc, voilà, quoi. Désolé, mais c'est peut-être oui, mais j'ai fait des deux côtés. Mais c'est vrai que c'était le bon aspect quand tu étais tribune Auteuil, c'est d'avoir les supporters adverses à côté. Je t'avoue que ça, ouais, t'as de l'adrénaline, voilà, c'est vrai que c'était bien. Même si je pense que même maintenant, si tu retournes au parc, tu seras encore quand même accueilli de paysans. Hein. Je veux pas te décevoir. Non, on y a fait l'année dernière, c'est loin d'être ça. Hein. Ah bon? Non. Ah ouais, non, c'est loin. Ah non, loin, très loin. Là, c'est forcément, il y a du chandrage, mais pas un gros paysan comme on a pris la dernière fois, non. Ça, c'était le bon vieux temps, on va dire. C'est sûr. Est-ce que quand vous allez accéder à la Ligue 1, vous boycotterez le Parc des Princes ou vous comptez vous déplacer quand même en parkage? Bah, il y a déjà l'année dernière en Ligue 1, on s'était posé la question en fait sur notre voyage au Parc des Princes, parce que l'année d'avant, quand on avait été complètement, on avait été super mal reçus dès qu'on était descendu du bus. L'année dernière, on s'était posé la question et le problème, c'est qu'on jouait le maintien. On s'est dit, on y va, on verra bien. Mais je pense que cette année, on serait resté en Ligue 1 et on aurait été en Ligue 1 l'an prochain. Mais si on est en Ligue 1 l'an prochain, je pense que non, on n'ira pas au Parc des Princes. Ça se faire, voilà quoi, pas de dégâts. On a dû négocier pour la bâche, pour faire rentrer notre bâche de groupe. Exactement ce que je disais tout à l'heure avec Daniel Riolo. Toi, depuis même l'année dernière, c'était comme ça. Le fait, il y a qu'à Paris que tu as eu ça. Vous avez connu ça ailleurs, même en Ligue 2, là, pour refuser des places. Non, en Ligue 2, non. Non, en Ligue 2, non. Et puis non, en Ligue 1, à part à Paris, c'est vrai qu'il y a à Marseille un peu où ils sont un peu chiants aussi sur la taille des drapeaux. On va dire qu'il y a des tailles de drapeaux standards, quoi, 90 cm. Après, ça ne rentre plus, quoi. Mais au Parc des Princes, voilà, l'année dernière, c'était ça, quoi. C'était des drapeaux supérieurs à 90 cm, ça rentre pas. Le mec, il était là avec son maître à mesurer des drapeaux pour voir. Le mégaphone, on n'a même pas essayé, on l'a laissé dans le bus quand on a vu comment on a été reçu. Et puis ouais, négocier pour la bâche, négocier pour notre bâche, ça c'est un scandale. Alors je parle même pas de la bâche de nos amis Sarruc, quoi, parce que celle-là, pour la faire rentrer, ça a été une négociation de plus de 2 heures, donc forcément. Non, je pense qu'on n'y aurait pas été, je pense qu'on foutrait plus les pieds au Parc des Princes. Bon c'est un scoop que tu nous donnes pour l'année prochaine. Bon c'est tout à votre honneur hein, de boycotter le Parc des Princes. Hein. Nos libertés sont en danger dans l'enceinte de ce stade. Donc c'est bien aussi que les autres groupes boycottent et montrent aussi que voilà, c'est pas ça le football. Merci à vous. Une petite dernière question, Bastien. Je sais que Bastien il est sur le qui-vive. Une petite dernière question, Bastien, avant et on conclut l'émission tranquillou. Non, écoute, moi je voulais demander très vite comment il voyait le mouvement ultra France à l'avenir avec Denis Selsi profil. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Daniel Riolo, même si on s'est centré plus sur le Paris Saint-Germain. Voilà, moi aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que la France, c'est pas un pays avec une culture au football. Comment on va réussir à maintenir et à faire prendre conscience aux gens l'importance du mouvement ultra dans le pays français. Et voilà, je voulais avoir la vitalité là-dessus, quoi. Ça c'est vrai que c'est une question. Ouais, à mon avis, l'Allemagne. J'ai entendu Daniel Riolo tout à l'heure dire des choses sur l'Allemagne. Nous, on a le bonheur de pouvoir y aller vu qu'on est très limitrophe avec l'Allemagne. Et je pense qu'ils ont tout compris. Vous avez une amitié avec Saarbrücken, c'est ça? Ouais, ça c'est même plus une amitié, c'est la famille, c'est les frères. Hein. C'est Saarbrück, ça fait quasiment plus de 16 ans maintenant. Et c'est vrai que quand on va en Allemagne, parce qu'on a la chance aussi d'avoir des contacts avec les cadres du Düsseldorf, et on est loin de l'animation préfabriquée, comme disait tout à l'heure Daniel Riolo, quoi. Mais je pense qu'il faut ouvrir le dialogue pour que les gens trouvent que le mouvement ultra français il est important. Il va falloir qu'il y ait un mec qui réussisse à poser tout ça, à réussir à avoir l'honneur d'être invité à une réunion avec la police, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports, quoi, mais je pense que c'est pas gagné à l'heure actuelle.
Et l'arrivée de l'euro, je pense, ne va rien arranger dans l'histoire. Ouais, on est tous d'accord. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est aseptiser les stades. C'est en faire des stades à l'anglaise, comme disait aussi Xavier tout à l'heure. Xavier, dernière question, pareil, avant qu'on conclue avec notre ami. Non, on a fait le tour. C'était sur le mouvement ultra comme Bastien. Il a répondu à la question. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il y aura une bonne décision demain pour vous, une bonne surprise. Je suis pas très confiant parce que moi, vu leur façon de faire, maintenant je vous le souhaite, ça serait bien qu'il y ait un retour en arrière et puis une sanction moins sévère, c'est clair. Ouais, ça nous ferait plaisir. À quelle heure doit être rendu le jugement demain par rapport à ça? Comment? À quelle heure le jugement sera rendu par rapport à on nous a dit début d'après-midi. Début d'après-midi, fin de matinée au milieu, quoi. On sera à l'écoute. C'est important, voilà, c'est important pour les Nancéens, comme c'est aussi important pour les Messins. Des deux côtés, on a reçu Mika la semaine dernière. Il nous l'a dit aussi que ça le faisait chier, qu'il n'y ait pas un derby à Pico. Pour lui aussi, c'est pour tous les membres de Génération Grenat, c'est un déplacement qui, avec une adrénaline, une petite saveur particulière, comme on a pu connaître nous dans certains déplacements dans le passé. Longue vie, moi je dis longue vie au Saturday FC. Pas mal de gens ne savaient pas trop comment vous prendre. C'est vrai que vous êtes assez discret mais super efficace et on en a parlé ce soir. Merci David d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et puis encore bon anniversaire à votre émission, en espérant qu'elle va encore durer de belles années, quoi. Comme on disait, on a gardé le meilleur pour la fin, donc tu peux être fier de ces 3 ans. On a gardé le Saturday FC pour la fin et c'était un très bon moment. 200 membres, c'est bien. 300, 400, 500 cartés, c'est mieux. Donc, amis nancéens, n'hésitez pas à montrer votre passion aussi. C'est aussi s'impliquer dans des associations. C'est plein de choses. C'est faire vivre un stade et plein de choses. Merci David. Tu es le bienvenu chez toi. Tu reviens quand tu veux. Et longue vie au Saturday. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao David. Merci, au revoir. Voilà les amis, c'était encore un bon moment. C'est vrai que on a poussé quand même l'émission de 20 minutes de plus, pratiquement, on aura fait 2 heures. C'est vrai qu'on peut y rester des 2 heures, des 3 heures, tellement que ce qu'on dit à un moment donné, ça devient passionnant. D'où le terme la passion du football, la passion des tribunes. Cette adrénaline, comme on parlait. Encore une bonne émission, Bastien, Xavier. Vas-y, Bastien. Ouais, c'était une très belle émission et pour le 3e anniversaire. Ça fait plaisir. On a pu donc avec James, avec Daniel, avec Nicolas et avec David derrière. C'était une très belle émission et puis longue vie à l'émission surtout. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui, je pense que pour l'instant, l'émission a peut-être pas des années, des belles années, mais encore de beaux mois devant elle. Ça c'est sûr. Xavier, déjà pratiquement 2 ans pour toi. Bon anniversaire aussi. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans, maintenant. C'était un peu une émission apothéose depuis le temps qu'on était là à dire il viendra jamais. On a eu Daniel Riolo ce soir, on l'a eu. Comme tu dis, c'était bien d'avoir Nicolas aussi de SoFoot. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on le reprendra dans l'émission, dans une invitation. Et comment Par contre, Bastien, t'as oublié de James, tu vas avoir des problèmes.
Oui, j'ai oublié. Non, je l'ai cité, James. Non, mais ce soir, il voit des il veut que ça se finisse mal, il veut qu'on se foute sur après, Énergumène, il veut me faire des problèmes avec James. Non, c'était pas moi, Énergumène, c'était Stan. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé autre chose. Je tiens à dire que je suis un bon faillot parce que j'ai remercié Daniel Riolo en message d'être passé dans l'émission et il a dit merci à tout le monde que c'était sympa. Donc, comme quoi, tu vois, c'était une émission, même s'il avait un avis différent d'une autre. Moi, je trouve que c'était pas mal. Il y a eu quand même des débats pas mal et il a quand même balancé quelques trucs qu'on n'entend pas partout, quoi, sur le monde ultra, il a plus ou moins dit dans l'émission quand même que lui, il voyait ça plus d'un œil de journaliste maintenant un peu lointain. Et c'était pas faux parce que certains voient, c'est vrai qu'il y a l'âge, des fois avec l'âge tu changes. Et puis aussi la fonction que tu exerces, tu vois ça un peu plus lointain, même quand tu es un ancien supporter peut-être. Et voilà, on a tous des avis différents et c'est heureusement. Et c'est bien d'avoir des avis différents. On a une vision du football différent, mais c'est très intéressant quand même. Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup pensé pendant la mission à Marion Hidalgo qui nous avait dit qu'en Italie, il n'y avait jamais d'incident, tout se passait bien maintenant, hein, Stan. Ah ouais, oui, la preuve, hein, on en a eu encore. Après, bon, voilà, il y a ceux qui connaissent un petit peu et ceux qui essayent de jouer les connaisseurs. Ça, c'est, voilà, c'est deux choses différentes. Hein, mais sur ce côté-là, c'était vraiment planté parce que quand nous l'avait dit en direct en Italie, il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr. On sait bien qu'il y a souvent encore des incidents en Italie et elle disait que, bon, tu me diras, elle était passée il y a 2 ans, mais déjà à l'époque, on ne pouvait pas dire qu'en Italie, c'était les bisounours. Hein. Donc, voilà, et puis le mouvement ultra-italien, c'est le plus vieux, c'est le précurseur de l'Europe occidentale et même au Maghreb. On sait que dans le mouvement ultra-italien, tous les parents, après, c'est un mouvement qui est très complexe et on pourra en débattre, des heures aussi, comme voilà, de dire que tout est rose en Italie, non, de dire que tout est noir, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, non, je suis pas d'accord non plus. Après, voilà, on peut en débattre des heures, mais le mouvement ultra en Italie, on pourrait même faire une émission spéciale là-dessus, ça peut être une idée sympa, pour voir l'évolution du phénomène depuis des années, parce que c'est vrai que c'est très très intéressant aussi. Parce que la répression n'a jamais été aussi haute. Et la situation n'a jamais autant été chaotique. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne solution, la répression? Voilà, il faudrait qu'on aille ce débat aussi sur le mouvement ultra-italien. On l'avait fait, il me semble, tu n'étais pas encore avec nous. On avait reçu Domenico, notre ami Colpo di Testa, là, c'est vraiment un spécialiste italien. Il était venu nous faire un petit topo sur je pense pas qu'il y va de temps en temps, mais il fréquente pas fréquemment. Mais s'il connaît bien sur les tribunes italiennes, il nous avait fait un petit topo là-dessus. Mais comme tu dis, ça serait bien de le réinviter, un de ces quatre. Ouais, le réinviter avec des spécialistes du calcio non. Sur la Grinta, on a fait beaucoup de on-tour en Italie ces derniers temps, donc ça pourrait être un débat intéressant. Absolument. Ça, ce sera dans les prochaines émissions. La semaine prochaine, nous irons faire un petit tour du côté de Tours. Donc nous recevrons le groupe Les Turons 1951. On reprendra l'autoroute direction le nord pour aller du côté du Paris FC, où nous recevrons les supporters du Paris FC. On vous en dit plus comme d'habitude dans la semaine sur la page Facebook ou sur la page rtsradio.fr, bien sûr. Merci à tous et à tous. Merci à Daniel, il a été sans langue de bois. Je pense qu'il y a des choses qu'il savait pas. Maintenant, ce soir, il en sait aussi un petit peu plus. Il a joué le jeu. Il a été parfait. C'était très bien. Merci aux auditeurs, parce que sans nos auditeurs, sans ceux qui nous soutiennent et qui nous filent un petit coup de boost des fois quand ça va pas. D'ailleurs, dire merci parce qu'on a reçu des messages, pas mal de messages, notamment Bruno, qui était déjà passé chez nous. Bruno s'est abonné, Christopher qui avait un message, Mélissa, il y en avait pas mal sur le chat aussi, mais malheureusement je n'ai pas pu y aller aujourd'hui parce que niveau technique j'avais peur que ça plante un peu. Mais on remercie tout le monde, bien sûr. Ouais, pour l'instant il n'y a personne sur la page Liberté pour les auditeurs. Vous êtes seul, on arrivera bientôt, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Merci à vous tous. 3 ans, on est toujours là, pourvu que ça dure. Et 2 heures, voilà.
On fait plus vieux. On fait plus vieux, hein, moi, bientôt, j'arrive sur mes 39 piges, je commence à avoir de la barbe blanche et tout, donc voilà, à un moment donné, faut se poser les bonnes questions, mais on est toujours là. Allez, merci Bastien de lagrinta.fr, toujours avec de l'article, de l'info et du scoop, et bien sûr des tribunes, des actus de tribunes. Merci Bastien, merci Xavier. À la semaine prochaine, les amis. Merci à vous. À mercredi. Merci à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Allez, on peut tout couper. Ciao, ciao.